So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Yes, on espère beaucoup que Jess va pas mourir d'ici la fin du podcast. Elle a une de ses crampes depuis tantôt. Hey, là, elle vient de partir, on la rappellera pas. Là. OK, cool. Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée, Fanny Bois. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Oui, ça va super bien. Je trouve ça cool aujourd'hui parce que je trouve ça cool dernièrement parce qu'on fait quand même des sujets différents qu'on n'a pas encore fait. On n'arrête pas de dire qu'on répète les mêmes affaires depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, Fanny, kinésiologue, mais coach d'équitation. Exactement. Ça, oui. c'est super cool. Veux-tu nous parler peut-être un petit peu de comme ton background pour ceux qui te connaissent pas, puis comment t'en es venu plus vers plus spécifiquement l'équitation? Oui, exact. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mes parents m'ont inscrit à un camp d'équitation d'1 semaine. Puis après ça, ils sont tombés dans la merde parce que les chevaux, ça coûte cher. Puis là, ben, ils se sont bien rendus compte que j'étais pas juste une passionnée d'1 semaine dans mon camp, mais que j'ai voulu y retourner comme 2 ans de suite après. J'ai commencé après ça à avoir un cheval à moi, puis à commencer à plus faire des cours d'équitation. Je me suis vraiment passionnée pour ça. Comment ça fonctionne, les camps d'équitation? C'est-tu genre, tu y vas 1 semaine, c'est un mois, c'est comme un camp d'été, t'es là pour tout l'été? Ou... Oui, ça dépend des places. Moi, ce qu'ils m'ont inscrit, c'est vraiment, t'es là du lundi au vendredi, tu dors là. Ils s'occupent de toi toute la semaine, puis après ça, tes parents viennent te rechercher le vendredi midi. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est ça, il y en a que c'est... Tu viens porter ton enfant le matin à 8 h, puis tu viens le rechercher à 5 h, admettons, là. Mais nous autres, c'est vraiment comme tu dors là toute la semaine. Fait que tu étais vraiment imprégné. Puis de la façon que c'était fait, ben c'était... dans le fond, les chambres étaient à même l'écurie. Fait que tu faisais juste traverser une porte, puis tu étais rendu dans l'écurie. Fait que tu étais vraiment imprégné de l'odeur du cheval. De toute l'odeur du cheval. Même si tu te lavais, tu sentais les cains après. Mais non, c'est ça. Fait que ça a vraiment parti de là. Ça me rappelle le temps que je travaillais dans Saint-Hubert puis que tu sens le poulet constamment. Tout le temps, même si tu laves ton linge, là, c'est tu sens inévitable. Ouais, c'est ça. Fait que après ça, mes parents ont fait comme, bon, ben t'aimes vraiment ça, on va t'acheter un cheval. Ils m'ont donné accès à des cours d'équitation. Puis de fil en aiguille, ben ça a donné que à un moment donné, on est allé voir un rodéo. Puis là, j'ai fait comme, je veux faire ça, moi. Je veux faire ça, la compétition. Non, c'était un petit rodéo proche de chez nous. Moi, j'habitais à Rimouski avant, là. Fait que c'était à Saint-Gabriel de Rimouski. Maintenant, le retour des rodéos est rendu possible là-bas. Là. Avant, ils ont comme arrêté une certaine période de temps, puis après ça, ils ont recommencé. Mais j'étais allée voir mon premier rodéo, puis j'ai fait comme, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des barils. Fait que après ça, mes parents ont fait comme, OK. J'ai commencé à prendre des cours pour me former dans les barils. Après ça, mes parents ont fait comme, OK, ben, on va t'acheter un cheval pour être capable d'aller aux compétitions. Fait que là, on a switché de cheval. On a acheté un cheval un petit peu plus fort pour aller aux compétitions, puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, j'ai commencé à donner des cours à des jeunes pour transmettre ma passion. Puis après ça, ben, ça s'est transféré vers, OK, j'ai fait mon instructeur en équitation western. Puis après ça, ben, j'ai fait mon cours en kin à l'Université de Trois-Rivières. Puis après ça, ben... j'ai commencé plus à me spécialiser vraiment sur la course de baril en tant que telle. Fait que d'aller régler certains problèmes avec les cavaliers et leurs chevaux. Puis voudrais-tu expliquer peut-être un petit peu c'est quoi la course de baril? Parce que je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui écoute ça qui n'ont aucune idée. Oui, ben dans le fond, la course de baril, c'est que tu as 3 barils placés en triangle. Tu peux partir soit de la droite ou soit de la gauche. Puis c'est vraiment le chrono qui décide le meilleur temps. Là. Fait qu'il n'y a pas de... T'es plus cute, je t'enlève 2 secondes sur ton temps. Là. Si jamais tu jettes un baril à terre, t'accroches un baril, ben c'est plus 5 secondes. Fait que, c'est ça. C'est vraiment le meilleur temps qui gagne. Peu importe, ça ressemble à quoi, même si c'est lettre, mais que t'as le meilleur temps, c'est le meilleur temps. C'est toi qui gagne. Fait que c'est vraiment comme un test de rapidité, mais en même temps un peu d'agilité, parce que tu dois aussi éviter les obstacles en même temps. Exactement. Fait que ça te prend... Ça dépend d'à quel niveau tu roules, là, mais si tu vas vraiment à un haut niveau dans les rodéos, ça te prend un cheval qui est capable de gérer le setup de rodéo parce qu'il y a des bœufs, il y a des veaux, il y a des chevaux sauvages, il y a du monde qui rôpe en arrière. Souvent, il n'y a pas vraiment de place pour justement comme réchauffer ton cheval. Fait que ça te prend un cheval capable de gérer le setup. Il y a de la lumière, il y a des stroboscopes des fois, il y a du monde, de la foule, de la musique qui roule au fond. Puis ça te prend un cheval qui est capable de prendre la pression parce que quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est pas juste pour t'amuser parce que les frais au niveau des coûts sont supplémentaires. Fait que quand tu y vas, c'est pour performer et non pour juste t'amuser en y allant là. Ça existe-tu des compétitions, entre guillemets, un peu plus... Amateur? Ouais, amateur Oui. pour ceux qui veulent juste essayer pour le plaisir sans nécessairement comme investir autant. Là. Oui, ouais, ben t'as les associations régionales. Fait que t'as des associations dans chaque
je dirais pas ville, mais qui regroupe plusieurs villes. Là. Fait que tu as plusieurs associations, puis c'est des frais qui sont vraiment moins dispendieux. Fait exemple, si tu veux, si je te compare les frais aux associations, exemple, tu as une carte de membre qui va te coûter 40-45$ pour l'année pour une personne, puis après ça, tu as, exemple, ta classe de Barry va te coûter 10-15$. Au rodéo, ta carte de membre, tout dépendant si tu la prends canadienne ou world, c'est entre 150 et 200 pour l'année. Après ça, tu as les frais d'entrée. Fait que les frais d'entrée, c'est entre 100 et 150 aussi par classe. Fait que dis-toi que tu es entre 15 et 17 secondes dans un ring puis tu as payé 150$ pour être là. Faut que tu veuilles. Fait qu'il faut que tu veuilles. À part le transport, tu as payé ton gaz, ta remorque, ta nourriture, ta fin de semaine. Des fois, il y en a qui chargent l'entrée aussi. Ça te prend un parking. Fait que charge le parking, dépendant des rodéos où ce que tu vas. Fait que ça revient assez cher, là. Puis ton cheval? Je veux dire, ton cheval c'est aussi, des coûts, là. c'est ça. Les chevaux, c'est vraiment rendu cher au Québec, là. C'est épouvantable. On a eu comme... Mettons, durant la COVID, là, ça a explosé. C'est épouvantable. Je sais pas pourquoi, mais... Tout le monde s'achetait un cheval, il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait rien d'autre, c'est ça. Mais tu sais, avoir un cheval dans sa cour puis que tu as payé 65 000... Jésus. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, nous autres, on a les futurités de 4 ans, fait que c'est des chevaux de 4 ans. Puis je te dirais un cheval qui a classé 2D, ce qui est une demi-seconde en bas du meilleur temps qui s'est fait, exemple. Tu sais que ça sera pas nécessairement un cheval qui va être calibre rodéo. Peut-être, mais tu le sais pas parce que c'est un jeune cheval. C'est quand même un guess. Tu vas payer entre 25 000 et 30 000. Puis tu sais même pas si tu vas bien performer avec au rodéo. Fait que c'est vraiment beaucoup de frais, là. Tu sais, les bons chevaux, ils se vendent entre 50 et 60 000. Ah, bah ouais. C'est un beau. Puis ça, c'est presque un cash down. C'est ça, oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment rendu cher depuis la COVID, là, ça l'a explosé. Fait que ça, je te dis, quand tu vas au rodéo et que tu vas aller performer, tu y vas pas juste pour... Tu y penses 2 fois, là. Oui, tu y penses 2 fois. Ouais, je savais que c'était dispendieux, mais dans ma tête, c'est comme peut-être entre, mettons, 2 et 8 000. Genre. Ben pour des chevaux, mettons, si tu veux un cheval de randonnée, entre 2 et 8 000, tu as le budget. Tu sais, tu as un cheval smart qui s'en va faire une trail puis tu vas être... Mais il n'ira pas performer au rodéo comme que tu voudrais, mettons. C'est la différence entre payer ta Corolla et ta Ferrari, là. Exact, ouais, c'est ça. C'est drôle, parce que j'avais vu un meme relativement récemment en plus, que c'était quelque chose comme... Dans le temps, tout le monde avait des chevaux, puis seuls les riches avaient des chars. Maintenant, tout le monde a un char, seuls les riches ont des Exactement. Pour de vrai, c'est un sport de riche. Là. Oui. C'est un sport de riche. Ça coûte extrêmement cher, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire pour s'amuser. Puis, tu sais, c'est correct là aussi. Là, si tu veux le faire pour t'amuser, tu vas aller dans une association, tu vas payer des frais moins chers, tu vas mettre un petit peu moins de frais vétérinaires dessus, exemple. Mais peux-tu louer un cheval pour faire ça? Pas vraiment. Moi, non. Il faut que le cheval soit entraîné pour ça. Il faut que toi, tu sois familier avec le cheval aussi. Pas pour le professionnel, mais mettons quelqu'un qui veut faire ça pour le plaisir, comme il peut... Il y en a des éleveurs qui ont des chevaux puis qui font comme... Moi, ils choisissent leur cavalier. OK, toi, je pourrais te passer un cheval, je te passe lui. Tu fais ta saison avec, je paye les frais, paye tes frais d'entrée, mettons, puis ça va être ça. Il y a des ententes qui se font. C'est pas tout le monde qui font ça. Tu sais, mettons, moi, être propriétaire de mes... Tu sais, j'ai juste 2 chevals à moi. Mettons que je tombe enceinte demain matin, je loue pas mes chevaux. Ils vont rester dans ma cour chez nous parce que de un, tu sors ton cheval, tu as des risques de blessure. Qui paye les frais de vétérinaire après ça, c'est Bibi. Fait que c'est ça. Après ça, ben, ça dépend du grade de la blessure. T'sais, j'en ai un qui s'est blessé l'été passé. Il est encore blessé. En ce moment, il va rentrer dans son 2e mois à la piscine pour justement comme essayer de le remettre sur pied le plus vite possible pour que je commence ma saison avec lui. Mais tu sais, c'est des frais supplémentaires. Fait que tu sais, c'est niaiseux, mais les chevaux, l'année passée, il y en a une couple qui sont morts en compétition, là, des cassures de pattes, il y en a eu. Là. Ah, ouais. Tu peux pas ramener ton cheval, là. Il l'euthanasie sur place, c'est les règlements. Ben oui, l'euthanasie sur place, parce que tu peux pas dire, OK, ton cheval a une patte cassée, je le transporte jusque chez vous. On l'euthanasie chez vous. Non, mais je veux dire, il peut plus vivre parce qu'il y a une patte cassée. Ben, dis-toi que si tu voudrais le faire vivre, il faut que tu suspendes ton cheval au plafond. Ah, ouais. Parce qu'il va toujours mettre du poids dessus. Mais il n'y aurait pas une belle qualité de vie pareille, mettons? Ça serait... Après, oui, mais c'est un cheval qui fait plus rien. Puis là, tu es dans la mentalité de c'est un cheval de performance. C'est une personne de performance qui l'a. Tu peux pas te permettre de garder un cheval qui coûte une beurrée puis qui fait chez vous, qui fait fuck all. Puis il n'y a personne qui va vouloir le racheter. Non, parce qu'il peut rien faire. T'sais. Puis après ça, ben, tu sais même pas si ça va bien reprendre. Tu sais pas si ça va guérir. Puis bien souvent, c'est des fractures ouvertes. Oh, mais c'est triste quand même. Ouais, c'est triste. Mais tu sais, ça arrive. Là, c'est dans n'importe quel sport. OK, ça se peut qu'à un moment donné, tu
casses une clavicule, tu te fais rentrer dedans. On t'euthanasie pas sur place, par exemple? On t'euthanasie pas sur place, mais on s'entend que, mettons, tu te casses une jambe, toi, tu le sais d'instinct qu'il faut pas que tu mettes de poids dessus. Un cheval, ça va mettre du poids dessus pareil, fait qu'il faut que tu le suspendes pour ça. C'est pas tout, il faut que tu aies des installations pour aussi, là. Fait que... Je comprends, mais dans ma tête, je suis comme, tu sais, une compétition d'agilité, mettons des chiens, je suis comme, s'ils se brisent la patte, d'après moi, ils tuent pas le chien sur place, là. Non, mais encore une fois, le chien pèse pas. Elle pèse combien un cheval? Quelques tonnes. Quelques tonnes, c'est ça. Entre 1000 et 1200 livres. Ouais, c'est ça. Fait que, le chien, si ton chien de 50 livres, il se casse une patte, là. Je comprends, mais c'est pas j'aime vraiment les animaux, fait que je trouve ça vraiment triste. Tu sais, comme, tu sers plus. Tu sais, le traiter un peu comme un objet, c'est comme, tu sers plus à rien. Fait que, ben, tu sais, je comprends que, c'est des gros frais, puis c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre de gérer ça, là. Tu sais, comme tu dis, c'est ça, ça reste un corps mort, là. Mais je trouve ça rough pareil. Oui. Mais tu sais, c'est juste que, mettons, le chien, t'as possibilité, tu sais, les frais vont être moins gros, justement. T'as la possibilité de le mettre dans une chaise roulante, si tu veux, tu sais, pour l'aider. On a déjà vu ça. Mais les chevaux, tu peux pas y mettre une chaise roulante, là. Tu peux pas mettre une chaise roulante en arrière. Puis, c'est des règlements... Rendu là, c'est parce que le cheval, il y a un trailer en arrière de lui. C'est plus une chaise roulante. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas juste ça, c'est que c'est des règlements. Tu sais, la MAPAC, on a eu de la misère avec eux autres, là, à cause des rodéos puis de la maltraitance des animaux, blablabla. Mais s'ils sauraient tout l'envers du décor, ils savent même pas à quel point mon cheval se fait plus masser que moi dans la vie, là. Fait que, tu sais, comme mon cheval, il voit l'ostéo, le masso, l'acupuncteur, le vétérinaire est chez nous à tous les mois pour être sûr que tout soit à un. Il y a des prises de sang à chaque année. Comme, il est plus blindé que moi, là. T'investis beaucoup plus dans ton cheval. Plus dans mon cheval qu'en moi à côté, mettons, médecine. Fait que c'est plus, c'est ça. Si eux autres, ils verraient ce côté-là, peut-être qu'ils nous lâcheraient la grappe un peu, là. Ben, tu sais, je pense que ça vient aussi avec le côté, comme tu dis, où est-ce que, mettons, que tu tombes enceinte demain, tu vas pas nécessairement louer tes chevaux à n'importe qui. Puis au-delà du fait que tu investis beaucoup dedans, mais justement, c'est pas comme. Puis il y a probablement du monde de chars qui vont me taper sur la tête pour dire ça. Mais c'est pas comme, mettons, les courseurs qui ont leur auto, que, ben, tu sais, je veux dire, oui, tu t'attaches à ton char, mais ça reste un objet. Ton cheval, ça reste que c'est une créature vivante, tu t'attaches au cheval aussi au-delà de la performance, fait que t'as pas nécessairement envie de le louer à n'importe qui. Non, c'est ça, tu crées un lien aussi avec ton cheval, là, puis ils ont chacun leur personnalité, fait que faut que ça fitte aussi, là, c'est comme avec les humains, c'est pas tout le monde qui fit ensemble, là. Ah non, c'est ça. Puis comment t'en es venu avec la kinésiologie? Pourquoi spécifiquement la kinésiologie au lieu de, entre guillemets, juste rester dans le coaching plus pour l'équitation? Oui. Quand j'étais à Rimouski, j'avais un coach. Ben, c'est encore lui qui me suit, en fait. Là. Je suis très fidèle à mes coachs. Puis, tu sais, il me connaît. Il est dans la rue là-bas. Oui, c'est ça. Là-bas, il m'attend pour un training après. Mais c'est ça, je suis très fidèle à mes coachs. Puis, tu sais, lui, il me connaît. J'ai commencé l'entraînement avec lui. Il me connaît de A à Z. Là. Il sait comment on a essayé plein d'affaires, on a essayé plein de méthodes. Fait que, tu sais, quand quelqu'un te connaît autant que ça, moi, je vois pas l'intérêt de changer parce que tu recommences de toute façon. Fait que c'est comme lui qui m'a un peu montré les rouages du départ. J'aimais vraiment ça. Mais après ça, il a fait comment? Comme tu sais, tu serais bonne là-dedans. Puis là, après ça, ben, j'ai déménagé à Trois-Rivières. J'ai resté quand même en suivi avec. Puis mon chum m'a fait comme, hey, tu serais vraiment bonne là-dedans. Comme, j'étais comme, ah, ouais. Puis là, j'avais vu, tu sais, à Rimouski, ils viennent juste d'ouvrir un département justement pour la kinésiologie, mais dans le temps, quand j'étais là-bas, ça n'existait pas. Fait que je me suis inscrite à Trois-Rivières. J'ai commencé là, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis entre-temps, tu sais, je faisais beaucoup de CrossFit aussi. Fait que ça m'interpellait beaucoup. Fait que ça a été comme ça que je me suis dirigée. J'ai vu qu'il y avait un manque après ça au niveau de l'entraînement du cavalier en tant que tel, parce que justement, on disait tantôt qu'on met beaucoup d'investissement dans nos chevaux, mais les gens ont beaucoup de misère à mettre de l'investissement en eux-mêmes parce qu'ils oublient que c'est une équipe. Tu sais, si dans une équipe, il y a juste une personne qui s'entraîne puis que le reste, ils font fuck all, et c'est plate, là, mais ton équipe, elle gagnera pas souvent. Là. Mais c'est puis, ça. C'est juste d'avoir des lacunes beaucoup. Fait que j'ai fait comme, il y a vraiment un manque là. Je me suis mis à comme plus faire mes recherches puis à regarder voir si les gens t'intéressaient. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu débourses autant, pour ton cheval, tu veux-tu mettre autant d'argent en toi? Après ça, c'est d'essayer de changer les mentalités de, OK, ben regarde, t'es une équipe. Ça se peut que tu nuises à ton cheval pendant tes cours, pendant tes runs. Ça se peut que tu nuises à ton cheval. Là, tu mets tout le temps le bobo sur ton cheval, mais à un moment donné, tu fais comme, ben non.
toi, si tu serais assis dans ta selle, tu arrêterais de tirer dans la bouche quand tu sors de tes barils. Si tu es plus en équilibre quand tu pars dans la chute, peut-être que ton cheval irait mieux. Si tu arrêterais de taper dans le dos de ton cheval à toutes les fois que tu sors des barils, bien, peut-être que tu aurais besoin de le faire masser moins souvent. Peut-être que tu aurais besoin de moins de maintenance vétérinaire. Fait que ce côté-là, j'essaie de l'emmener. C'est beaucoup plus présent aux États-Unis parce qu'ils ont des écoles de rodéo. Fait que les jeunes, ils vont à l'école, puis l'après-midi, puis les fins de semaine, ils vont faire des compétitions. Puis ils ont des coachs pour ça. Fait que ils s'entraînent pour ça, pour améliorer leur équipe. Fait que je veux comme emmener cette mentalité-là ici. C'est difficile à changer parce que c'est une vieille mentalité qu'on a au Québec, là. Fait que c'est difficile à changer, mais ça va venir. Mais ça fait du sens ce que tu dis parce que, comme tu le mentionnes, c'est un travail d'équipe. Oui. Fait que si tu as un des deux de l'équipe qui est ultra, ultra puissant, mais tu en as un autre qui le nivelle vers le bas, ça reste que ton but à la fin de la journée, surtout avec tout ce que tu débourses, comme tu dis, c'est un sport qui est ultra dispendieux. Fait que l'investissement financier, il est très, très présent. Mm-hmm. Puis l'investissement de soi aussi, parce que je connais pas beaucoup le monde des chevaux, mais j'ai des amis qui en ont, puis je sais que le lien avec les chevaux est très, très, très spécial. Puis c'est encore, je pense que c'est le lien le plus spécial avec un animal que tu puisses avoir. T'sais. Fait que tout ça d'investissement de temps puis de soi pour arriver à, ouais, mais ton but à la fin de la journée, c'est de gagner ta compétition. Fait que si ton but, c'est de gagner, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour être capable de la gagner. Fait que c'est complètement, selon moi, illogique de se dire « je vais tout investir dans le cheval, mais rien dans moi », quand le cheval, il répond à moi. Comme lui va être performant, mais si toi, tu ne l'es pas, je veux dire, c'est comme d'essayer de mettre justement un moteur de Ferrari, mais dans une Corolla. Si le reste de ta voiture n'est pas fait pour prendre autant de puissance, puis autant d'agilité, puis autant de tout, si tu n'es pas capable de le conduire, une Formule 1, c'est puissant, mais tu me mets en train de conduire une Formule 1, ça se pourrait que je prenne un mur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de ça se pourrait, c'est sûr. C'est sûr, je vais un mur. Fait que, tu sais, mais le principe avec ton cheval, tu veux gagner la compétition, t'investis dans lui, mais rien dans toi, puis t'as plein de lacunes que comme. Puis c'est rough pour le corps aussi, là, j'imagine, là, faire de l'équitation, puis encore plus quand tu fais du rodéo. Là. Ouais. Je fais juste imaginer bouger de même, je suis comme c'est beaucoup de muscles qui doivent être endoloris. Là. Non, ben c'est ça, tu sais, c'est juste que ton corps travaille énormément, l'intérieur de tes cuisses, fait que les adducteurs, ils travaillent énormément aussi. Il faut que tu sois capable de te maintenir en selle. Puis ça prend une chaîne postérieure qui est forte parce que tu veux pas être tout le temps sur le devant de ton cheval. Il faut que tu sois capable de t'asseoir quand tu arrives à tes barils, puis être capable de ravancer, mais d'être quand même capable de te garder en selle puis d'appuyer dans tes étriers. Ouais, tu veux pas que ça soit tout ton dos qui encaisse la charge non plus. Tout. Fait que, tu sais, puis si tu es capable d'être en équilibre, tu es assez fort, ben tu vas rester en selle quand ton cheval va sortir fort des barils. Puis il y en a beaucoup, ben justement, qui ont de la misère à juste monter sur ton cheval. J'en vois beaucoup qui ont de la difficulté à monter juste sur le dos de leur cheval. Fait que je me dis, mon Dieu, comment tu vas faire pour tenir en selle, mais qu'il soit à 42 km/h? Là? Ça suivra juste pas. Puis, mais que tu arrives dans un tournant, ben si le cheval il décide qu'il tourne une foulée avant, mettons, ça se peut que toi, tu prennes le bord, là. Ou que, tu sais, si tu mets... C'est comme si je te mets sur le dos à Simon. Je t'assise sur ses épaules, puis je te dis, OK, tu bouges tout le temps gauche-droite, essaie de courir en ligne droite. C'est sûr, je la rentre d'un mur. Oui. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Tandis que si elle est hyper stable sur ton dos... ça va être drôle. Ça devrait... Ouais, on va... Bloopers. C'est ça! On fait juste voir Simon puis moi dans... Je vous jure qu'on boit pas, là. Mais tu sais, c'est ça. Si je te mets sur ses épaules, mais que t'es hyper stable puis que t'es solide, c'est sûr que tu vas être capable de courir en ligne droite et faire la job comme du monde. Versus, tu bouges à gauche, à droite, tu le fais, je vais pas te claquer dans la face pour que t'avances. C'est ça. Non. Tu veux jamais. Je sais pas si je veux voir ça. Non. Les images dans ma tête s'en vont trop loin, j'ai pas envie d'y penser. Mais tu sais, ça reste que c'est ça, là. Fait que si ton cavalier au-dessus de ton cheval, il est pas solide, comment tu veux faire pour performer? Puis c'est correct s'il y en a qui veulent, tu sais, qui sont bien... Parce que j'ai fait un post, justement, sur ma page, dernièrement, puis il y en a une qui m'a écrit en commentaire, c'est quelque chose d'assez... c'est pas... elle dit, c'est un peu délicat comme sujet. J'étais comme, mais là, tu sais, de un, je fais une parenthèse, là, je suis zéro grossophobe, là. Fait que, tu sais... Parce que je disais, mettons, si tu t'en vas manger une poutine la fin de semaine, mais que ta nutrition de ton cheval est A1, je vois pas le lien. Mm-hmm.
Faut que ça soit aligné. Si tu te bourres d'alcool toute la fin de semaine puis de fast-food toute la fin de semaine, mais que ton cheval, sa nutrition est à 1, je comprends pas comment tu peux faire pour faire une équipe. Puis là, il y en a une qui m'a écrit, ouais, mais tu sais, je trouve que c'est un peu délicat comme sujet, mais oui, t'as raison. Ben, c'est délicat, mais en même temps, tu sais, c'est juste la vérité, là. Fait que je comprends pas en tout cas. Mais j'avais déjà une cliente qui faisait de l'équitation, puis elle était en quand même pas pire surpoids. Puis la raison principale pour laquelle elle voulait perdre du poids, c'était pour son cheval. Parce que comme, je me sens vraiment mal de faire subir ça à mon cheval. Et comme je le sais que c'est lourd pour lui, là, c'est lourd pour ses articulations, c'est lourd pour... Elle s'en rend compte, elle vit son poids. Oui. Là. Fait que comme, je me sens mal de monter sur mon cheval avec ce poids-là. Elle dit c'est principalement pour être capable de pratiquer le sport que j'aime autant, que j'aimerais ça avoir une meilleure hygiène de vie, moi aussi. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas ça si délicat que ça, dans le sens qu'à un moment donné, ça reste que c'est juste d'avoir un peu d'empathie. Je veux dire, Simon, moi qui monte sur tes épaules, live ou à 300 livres, je veux dire, t'es fait fort, là, tu serais capable. Mais on s'entend qu'il y en a un des deux que ça se peut que tu te fatigues un peu plus vite que l'autre. Tu sais, on parle de l'investissement au niveau du cheval, du vétérinaire, de ci, de ça. Mais ça se pourrait-tu que ton cheval, il se blesse moins souvent ou il soit moins, qu'il ait moins de douleur moins fréquemment s'il y a moins de poids à traîner sur son dos? Oui, puis ça se peut-tu aussi que tu sois capable de mieux faire tes mouvements puis de t'asseoir dans ta selle puis être plus forte si t'es un petit peu moins, moins pesante, là. On oublie que, comme je l'ai mentionné, tes articulations, ils en prennent un choc aussi. Là. Puis généralement, si t'es overweight, t'as pas beaucoup de masse musculaire. Non. Si t'as pas beaucoup de masse musculaire, essaye de guider ton corps à ce poids-là, pas de masse musculaire. Non, c'est impossible. C'est terrible. Là. C'est excessivement difficile. Au même titre que ça m'arrive de temps en temps de me faire poser la question, exemple, ça serait quoi tes meilleurs trucs pour que je fasse mon premier pull-up? Il y a bien du monde qui aimerait ça être capable de faire un pull-up dans la vie, puis je trouve que c'est un objectif très cool à essayer de faire. Mais je dis, je donne quelques genres de petites progressions naturelles que tu peux faire, puis je dis le dernier point que je vous mentionnerais, que plusieurs personnes trouvent inconfortable, mais qui est quand même la réalité, c'est perdre du poids. C'est plate, mais si tu pèses 300 livres, là, faire un pull-up, ça va être tough en calvaire. Ouais. Versus si t'en pèses 120, on s'entend, c'est probablement pas la même personne. Là. Non. Mais tu sais, si t'en pèses 120, 150, c'est pas mal moins de poids à traîner que si t'en pesais 200, 300, whatever. Fait que, ouais, les affaires qui impliquent un body weight, s'il est moins élevé, ça risque d'être plus facile, tu vas être plus léger. Oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste pour ta performance, mais pour ton confort à toi aussi. Là. Oui, puis je veux juste rappeler qu'il n'y a aucun point là-dedans qui mentionne l'apparence physique et esthétique. Là. Zéro, on parle d'une optique de performance. Là. C'est ça n'a aucun rapport avec l'esthétisme, c'est vraiment juste, c'est des faits. Là. Je veux dire, tes articulations vont faire plus mal, tes muscles sont pas assez développés, tu vas moins bien performer. Faut juste, même, mettons que tu es bien à ce poids-là, puis tu es bien à ça, puis c'est ça que tu veux faire, you do you, boubou, encore une fois. Mais c'est juste de prendre conscience que tu te nuis au niveau de tes performances, peu importe. Exact. Oui, puis tu sais, au-delà de la composition corporelle, tu sais, mettons, moi, actuellement, j'oscille entre le 175 et 180, là, à une semaine du photoshoot, OK? Là, normalement, je suis un peu plus lourd que ça. Mais mettons que je tourne autour du 190 en maintenance, dans ces eaux-là. Toi, tu dois peser pas mal moins que ça. Fait que quand tu vas embarquer sur un cheval après ça, ton cheval risque de te trouver pas mal moins lourde à handle puis que ça soit pas mal plus, entre guillemets, facile ou agile de se déplacer que si moi, j'étais sur son dos. Puis c'est pas parce que je suis fat, là. C'est plus de poids à traîner. Là. C'est ça. Tu sais, j'ai quelques personnes qui, quand ils sont venus me voir, justement, les autres, c'était côté performance, mais c'était pas des personnes qui étaient hyper lourdes. Là. Je veux dire, à la base, si ça pesait 100 livres mouillés, c'était beau. Là. Mais elle voulait perdre du poids quand même. Mais après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques problèmes côté plus... je te dirais peut-être le psychologue réglerait mieux ces problèmes-là que moi. Fait que, tu sais, j'ai comme essayé de l'aligner le mieux possible, mais justement, le côté performance, là-dedans, c'était plus ça. Mais oui, ça reste que le poids. C'est la même affaire que si tu squattes 200 livres versus 150, tu vas trouver que ton 50 livres, il y a une différence, là, mais que tu le lèves. Là. Fait que c'est la même affaire pour ton cheval. Même s'il pèse 1000 livres, ça reste que 50 livres, c'est 50 livres. Là. Mais ce serait le même principe que de se dire qu'un bodybuilder, classe, mettons, classique open, qui sont quand même très lourds et très musclés, là, généralement 210 quand ils sont lean, là, à peu près. Là. Je veux dire, même... Ouais, ça, c'est quand ils sont professionnels. Ouais. Ouais, mais comme même ces personnes-là, je veux dire, c'est pas idéal pour faire de l'équitation, là, parce que ça reste que t'es lourd pareil. Là, c'est ça, c'est vraiment pas une question de composition corporelle. Là. On parle vraiment juste de poids et de performance. Ben, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, puis il y a des hommes qui performent autant bien que les femmes puis qui sont beaucoup plus pesants. Mais encore là, la masse musculaire est peut-être plus présente aussi, tu sais. Moi, je travaille surtout avec des femmes.
les femmes, la plupart du temps, ceux que je vois sont plus skinny fat que masse musculaire. Mais là, c'est sûr que des fois, quand que tu te mets à t'entraîner, à prendre de la masse musculaire, ben là, ton poids, il bouge pas nécessairement ou tu vas prendre un petit peu de poids, mais ça reste que ton agilité au niveau dans ta selle, quand tu fais tes compétitions, va être beaucoup meilleure qu'avant, parce que, tu sais, justement, tu as plus de mobilité, tu as plus d'agilité, tu as plus de force, tu es capable de mieux suivre ton cheval dans le rythme de la compétition, tu sais. Mm-hmm. Puis un entraînement pour ça, justement, j'imagine que tu vas travailler plus au niveau de renforcer certaines parties du corps puis travailler les capacités motrices de la personne selon ce qu'elle doit faire dans le rodéo, plus que fait des bicep curls puis des kickbacks. Ouais, c'est ça a l'air de quoi? C'est-tu plus force-endurance, tu plus de la puissance, de l'agilité, de la mobilité? Endurance, OK. Ben, l'endurance... Force-endurance. Simon, il est genre, je suis tannée. Fendurance. Ben, ça pourrait être un nouveau mot qu'on pourrait mettre dans le dictionnaire. D'accord. Dans le petit lit 2026. Ouais, c'est ça. J'imagine juste un petit lit. Oui, c'est ça. Bref, fait que oui, les workouts. Ouais, les workouts. On va redevenir pertinent. Oh, Ouais, non, c'est correct. Ouais, ben, ça dépasse que l'objectif de la personne, mais je te dirais qu'on va pas faire d'endurance en tant que telle parce que, comme je te disais tantôt, c'est entre 15 et 17 secondes. C'est très court, ouais. C'est très court. À moins que quelqu'un me dise, quand je ride mon cheval, 15-20 minutes là, à l'entraînement chez eux, que là, c'est difficile. Là, on va travailler ça. Mais la plupart du temps, on travaille plus ce qui est côté compétition quand on sort de chez nous. Fait que j'y vais beaucoup avec ce qui est du gainage, énormément de gainage. Ce qui va être anti-rotation au niveau du gainage. Après ça, je vais y aller selon le niveau de la personne. Si elle commence, si débutante au niveau de l'entraînement ou, OK, la personne elle a une certaine masse musculaire, elle a comme une connaissance de son corps, OK, ben, on va aller jouer un petit peu. Puis après ça, ben, c'est de regarder les vidéos durant les compétitions puis de voir, OK, ben, c'est quoi tes lacunes? Est-ce que c'est quand que tu sors de tout ce qui est ligne droite? Fait que quand tu pars dans la chute, est-ce que tu as de la difficulté à rester en selle? Est-ce que c'est quand ton cheval il pousse pour sortir de ses barriques? Si tu l'as, c'est quand tu arrives à tes tournants que c'est plus difficile, tu sais. Tu sens-tu que c'est tes jambes qui ont une faiblesse ou c'est vraiment ton corps qui suit pas, en fait? Fait que ça va vraiment être d'adapter à chaque personne. Mais la plupart du temps, on va travailler beaucoup au niveau des jambes. C'est ça, j'allais dire, il doit plus avoir de bas de corps que d'autres corps. Bas de corps, je travaille... Pour de vrai, on travaille pas les pecs, là. T'sais, à moins que la personne me dise j'ai le goût de faire des pecs, là, mais ça va être beaucoup le dos au niveau. Parce qu'à cheval, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup d'enroulement au niveau des épaules. Puis ça crée des douleurs au niveau du dos. Fait que quand tu rides, s'il y en a qui me disent j'ai des douleurs dans le dos, je vais faire comme OK, mais on n'a pas le choix de faire du dos. Parce qu'il faut aller renforcer ça parce que tu ne t'offres pas l'été, là. Si ça fait 1 mois que tu as commencé les compétitions finissent au mois d'octobre, tu te rendras pas, là. Tu seras pas capable de suivre. Fait qu'on va aller travailler le dos. Il y en a des fois qui me disent ben j'aimerais ça travailler un petit peu plus mes bras, parce que je trouve que bon, je commence à avoir un gras de babaille, admettons. Fait que je vais vraiment cibler ce qui cloche au niveau des compétitions. Puis après ça, si la personne a plus de temps à mettre, ben on va cibler certains objectifs particuliers au niveau de son physique qu'il ou elle attend, mais j'ai beaucoup plus de filles. Ouais. C'est ça, j'allais dire. Je présume que les entraînements doivent être beaucoup plus fonctionnels dans le, vraiment comme plus spécifique à l'équitation. Mais est-ce que vous avez, est-ce que les entraînements, c'est plus vraiment ciblé, spécifique, ou est-ce que ça reste des, on va faire des squats, on va faire des hip thrusts, on va faire des whatever? Ouais, je garde toujours la base. Okay. Je garde toujours la base, puis après ça, on ajuste. Mais je te dirais que mes avancés, ceux qui sont là depuis le début puis qui s'entraînaient avant, ben je vais leur faire des single arm overhead squat. Travailler leur équilibre. Après ça, s'ils sont vraiment bons, ben là, tout dépendant de l'équipement qu'ils ont, mais bien souvent, je leur dis, achetez-vous un ballon, des élastiques. T'sais, si vous n'avez pas d'équipement, vous ne voulez pas vraiment investir dans des dumbbells, des poids, la base, un ballon, pour de vrai, on sous-estime énormément le ballon dans l'entraînement, mais c'est nécessaire parce que c'est hyper instable, puis c'est la même chose à cheval. Mais c'est une question de contexte. Là. Je veux dire, nous autres, on parle beaucoup d'hypertrophie, bodybuilding, ces affaires-là. Ton ballon, on l'utilise pas tant, mais dans un contexte précis, ça peut être super utile. C'est ça. J'ai filmé justement des nouvelles vidéos pour mes clientes, là, parce que dans l'application avec laquelle je travaille, j'ai pas toutes les vidéos nécessairement que je veux. Fait que je les ai filmées, puis j'ai essayé des exercices, puis j'étais comme... Dans ma tête, ça fonctionnait, puis là, quand je les ai essayés, je fais comme... Tu sais, moi qui est assez avancée dans l'entraînement, je trouve ça difficile. Fait je veux pas mettre ça à une cliente pour pas non plus qu'elle se décourage, puis qu'elle fasse comme, non, mais là, je suis pas capable de faire ça. Fait que moi, laisser faire, tu sais.
Fait que j'y vais vraiment par niveau. C'est pour ça que, justement, j'ai fait des programmes. T'sais, là, j'ai sorti 3 programmes avec 3 niveaux différents chaque. Fait que tout le monde commence au niveau 1. Quand ils ont terminé, ils s'en vont au niveau 2. Puis le niveau de difficulté augmente. Mais on reste toujours dans le même équipement. Puis c'est ça, ça reste toujours avec un objectif précis. C'est soit dans tes départs, un programme pour les départs, un programme pour les tournants, puis un programme au niveau des jambes. Puis ça reste que le monde des chevaux ne veulent pas mettre 1 heure dans leur entraînement. Ils ne veulent pas s'entraîner 4 fois semaine. Fait que c'est un 3 jours semaine, 20-25 minutes. Si tu gosses pas sur ton sel entre-temps puis que tu es assidu dans tes affaires dans ton temps de repos, là, un 20-25 minutes, tu n'as pas beaucoup d'équipement, puis ça va le faire, tu sais. Mais encore là, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats énormes en 20 minutes, 3 fois semaine. Mm-hmm. C'est juste que c'est ça aussi le problème. C'est que, puis dans n'importe quoi, là, les gens, ils veulent avoir des résultats pour hier. Fait que c'est pas en 6 semaines que tu vas dire, OK, là, tu tomberas plus à cheval parce que c'est ça, t'es guéri, là. Tu tomberas plus à cheval parce que ton cheval est trop rapide pour toi, mais t'es pas capable de te tenir. C'est pas en 6 semaines que ça va arriver, tu sais. Faut se laisser du temps, là. Ça aussi, c'est une autre question. Puis à quel point ton diplôme en kinésiologie t'a aidé? Ouais, parce que t'avais l'air de dire qu'il y avait des lacunes avec la kinésiologie plus spécifiquement par rapport à ce que toi tu faisais. Oui, bien, c'est que ça dépend des universités, là, mais tu sais, l'Université de Trois-Rivières, ce sont beaucoup. Ils ont beaucoup mis l'emphase sur les problèmes métaboliques. Fait qu'à la clinique de l'université, quand on faisait nos stages, on a deux stages à faire durant nos 3 ans. Tu vois que des personnes avec des problèmes de cœur, de diabète, problèmes de pression. Puis c'est beaucoup des personnes âgées. Fait que, tu sais, ce côté-là, il y a des grosses lacunes quand tu veux faire de la performance. Si c'est dans ce que tu veux travailler, fine, oui, ça va. Mais encore là, tu sais, le côté performance, il n'y est pas du tout. Là. Je sais qu'ils sont en train de refaire une réforme là, du système et tout ça, là, pour être plus dans la performance, justement, que dans les problèmes métaboliques. Mais tu sais, c'est pas parce que tu as un diplôme en kin que tu es bon. Mm-hmm. Puis c'est pas parce que tu sors de l'école que tu sais tout. Au contraire, tu sais absolument rien. Tu as une grosse base dans tout. Puis après ça, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux t'aligner, puis tu choisis tes formations en conséquence. J'ai l'impression que le bac en kin, je le vois un peu comme le secondaire avant l'université, dans le sens où c'est comme, on va regarder tes bases, juste plus spécifiquement dans la science du mouvement. Mais après ça, t'as des bases sur tout, à cette heure vers quoi tu veux t'enligner. Fait que tu sais, on le rappelle encore parce qu'on l'a fait plusieurs fois, puis on risque de continuer à le faire. Fait que, oui, ça rentre pas très vite dans la tête du monde. Habituez-vous. Ben vous autres, oui, là, mais il faut partager le podcast à ces gens-là. C'est ça, exact. Tu sais, je pense que l'éducation en général est super importante. Le type, tu sais, mettons, comment tu vas la chercher, cette éducation-là, peut varier. Que tu ailles la faire à travers un programme universitaire, que tu ailles la faire avec des formations en privé, avec du mentorat, avec, tu sais, des affaires de même. Il y a un paquet d'options qui s'offrent à toi. Ultimement, l'important, c'est que tu trouves la méthode qui colle le plus à toi. Fait que, tu sais, mettons, je sais que moi, il y a plusieurs années, quand je commençais à coacher, j'ai considéré le bac en kin. Puis je me suis rendu compte, pour avoir jasé avec plusieurs personnes qui faisaient le bac en kin, que j'allais le faire pour les mauvaises raisons. Parce que j'allais surtout le faire pour avoir un papier. Et non pour ce que le bac allait m'apporter, parce que je me rendais compte que moi, voulant m'en aller plus dans le côté entraînement, recomposition corporelle, plus spécifiquement la musculation, la nutrition, ces affaires-là, j'étais comme, c'est pas le bac en kin qui va m'apporter ça. Non. Pour avoir coaché plusieurs kin dans les dernières années, je leur ai appris bien des affaires qui n'ont juste jamais vues. Puis je veux dire, je le dis pas dans le sens, hey, je suis hot, j'ai montré des affaires à des kin, c'est juste, ils l'ont pas vu, Chris. C'est ça, c'est ça. C'est juste pour rappeler aux gens, des fois, faites attention à les standards que vous essayez d'appliquer sur qu'est-ce qui est valide puis qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que quelqu'un qui a un titre n'est pas nécessairement bien placé pour dire ce qu'il ou elle dit. Puis je vais pousser ce que tu dis, Simon, là, parce que... Pourquoi? Mais on faisait la violence ici, Chris. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, tu vas chercher ton bac en kin. Là, tu aurais quand même été confronté à « Ouais, mais on sait bien, de toute façon, les kinésiologues, ils n'ont pas d'ordre. » Fait que ça reste que c'est encore pas assez pour ces gens-là. Fait que tu sais, comme tu dis, tu l'aurais fait pour les mauvaises raisons, pour faire taire ces gens-là. Mais le problème avec ces gens-là, c'est que peu importe ce que tu vas aller chercher, ce sera jamais assez. Comme tant que t'as pas ton PhD en whatever, ça va être comme...
non, mais telle personne a un PJ en telle affaire, fait que même si t'as fait ta fucking maîtrise, c'est genre, c'est pas assez. Oui, puis ultimement, guys, du monde avec des PhD, il y en a plein, puis ils disent pas toutes les mêmes affaires. Là. Fait que comme c'est pas juste un titre qui va faire en sorte que ce que la personne dit est valide. Non, puis tu sais, je continue à dire, ça reste que, oui, c'est important d'aller chercher quelqu'un qui... C'est parce qu'on a comme les deux écoles il y a des gens qui sont zéro qualifiés, les gens qui vendent du Herbalife, puis il y a... Pour nommer personne. Pour ne nommer personne. Puis t'as les gens qui sont qualifiés, mais qui sont poches. Fait qu'il y a des nutritionnistes, il y a des policiers, il y a des médecins, il y a dans tous les corps de métier, il y a des gens qui sont incompétents. C'est pas parce que t'as un titre que t'es compétent, mais c'est pas parce que t'as pas de titre que t'es nécessairement incompétent non plus. Parce que, tu l'as remarqué aussi, j'imagine qu'après ton bac, t'as été chercher d'autres formations dans le domaine dans lequel tu es présentement. Parce que si tu t'étais contenté de ton bac en kin, tu serais pas aussi bonne que tu es aujourd'hui. C'est ça l'affaire avec l'entraînement, c'est que les formations privées t'amènent beaucoup plus de notions qu'un bac en kin. De notions spécifiques à ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Si tu veux travailler justement avec les gens qui sont pas en santé, généralement, bac en kin, t'as comme pas vraiment le choix parce que les autres, c'est quoi le mot? Qu'est-ce que tu cherches? Formation. Sont axés sur la... Et là, moi, je pensais qu'elle me startait un beach. Okay. Badou. mais c'est ça, les autres formations sont plus axées sur des performances spécifiques, comme l'hypertrophie, comme pour l'équitation, comme whatever, et beaucoup moins sur comment gérer quelqu'un qui n'est pas en santé. Et ça, c'est correct. Je pense que si tu ne vas pas chercher des études universitaires, tu ne devrais pas vraiment toucher à des gens qui ne sont pas en santé. Parce que ça peut être dangereux. Là, tu t'en viens dans... Là, effectivement, ça prendra un ordre, quelque chose, parce que selon moi, c'est trop risqué que des gens incompétents s'avancent dans des domaines comme ça s'ils ne sont pas allés chercher les formations nécessaires. Oui, parce que c'est tellement facile de scraper une santé. C'est vraiment facile de scraper une santé de quelqu'un. Cette semaine encore, je faisais mon Q&A mercredi, puis il y a quelqu'un qui me dit quelque chose comme je me suis cassé, je sais pas quoi, au niveau de la hanche ou de la cuisse, quelque chose comme ça. Puis mon médecin m'a dit que je pouvais pas m'entraîner pendant genre 6 semaines ou quelque chose de même. Elle dit, mais comme pas s'entraîner du tout. Là. Fait que c'était, de ce que j'ai compris, blessure au niveau du bas du corps. Puis le médecin dit pas d'entraînement fuck all, même pas de upper body. Puis la personne me demandait, mais tu sais, on dirait que je comprends pas, j'aimerais ça m'entraîner au moins le haut du corps. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis comme, si tu penses que je vais faire une recommandation contre ton médecin en ne te connaissant pas, là. Ouais, c'est ça. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à dans la gorge. Il y en a des médecins, des fois, qui font des recommandations, puis c'est pas exact. Je repense à Cynthia qu'on avait reçue. C'était supposé être, selon les recommandations générales, bouge pas, arrête de t'entraîner. C'est ça, finalement, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est exactement l'inverse. Mais je veux dire, c'est une personne parmi tant d'autres. Vas-tu prendre le risque, en n'ayant rien pour te baquer, de scraper, voire même tuer quelqu'un à cause de ces recommandations-là, quand tu n'as pas du tout les compétences pour le faire? Je suis pas d'accord du tout. Mais ça reste que pour certaines choses, tu sais, je sais que ces temps-ci, les naturopathes se font bâcher, là, puis je trouve ça triste parce qu'il y en a des compétents, mais je trouve ça triste parce qu'il y en a beaucoup des incompétents qui rôlent la merde. Fait que, tu sais, je trouve ça difficile pour les gens de se situer là-dedans aussi, mais tu sais ça. Fait que dans ton domaine à toi, c'est pas nécessairement ton bac qui est allé chercher toutes les connaissances que tu as aujourd'hui. Pas nécessairement, mais ça reste que le côté corps humain, tu sais, je veux dire, les musculaires, toutes les insertions, tu sais, les origines, tu sais, tout ça, oui, parce que, tu sais, je veux dire, je peux pas travailler un muscle si je sais pas qu'il existe, là. Ouais. On s'entend? S'il existe, puis comment qu'il fonctionne. C'est comment qu'il fonctionne, justement. C'est un peu plus triste, pas te mentir. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux pas te dire, justement, je vais te faire des pull-ups, puis on va travailler tes pecs. Ouais. Tu comprends? Là, techniquement, ils sont un petit peu impliqués pareil. Oui, mais c'est pas la principale. Non, c'est pas le principal muscle que tu veux aller travailler. On va faire des pull-ups, on va travailler tes mollets. Oui, ben c'est ça, c'est parce exactement. que tu pointes tellement des pieds en faisant des pull-ups. Ça, ben tu sais, justement, j'ai travaillé 1 an avec Mike Chagnon. Oui. À l'école de sport-études à Trois-Rivières. Moi, c'est ça. Moi aussi, je pars un beat, là. L'école de performance à Trois-Rivières. Puis, pour de vrai, ça, c'est une autre affaire qui manque énormément au bac, là. C'est du terrain. Il n'y en a pas de terrain. Je veux dire, je suis arrivée là, moi, je sortais de l'école, là. Puis une chance que Mike était là pour m'aligner puis m'aider parce que je savais pas trop. Puis c'était de gérer des groupes d'adolescents aussi, là. Ça aussi, c'est un autre défi. Moi, je m'en allais là en me disant, c'est du sport-études. Ils sont sérieux Et fuck all que non. Fuck all que non. Hey, j'ai fait de la discipline là, pire qu'à de maternelle, là. C'était épouvantable. C'est déjà avec beaucoup d'énergie. J'ai fait tellement d'interventions. Un moment donné, j'ai regardé Mike et j'ai dit, là, faut que tu m'aides, là. Là, je sais plus quoi faire avec ce groupe-là. Je l'ai perdu total.
Puis il a fait comme, OK, on va faire une intervention ensemble. Fait que là, c'est parfait. Mais tu sais, si je l'aurais pas eu, mettons... T'sais, on était tous des jeunes qui commençaient, là. S'il était pas là, moi, j'aurais aucune ligne directrice à comment m'aligner, là. Fait que ça, c'est une autre affaire qui manque énormément au bac. Puis ça, je suis contente de l'avoir faite. Puis d'avoir eu un bon mentor aussi, parce que, tu sais, j'aurais pu me faire diriger tout croche, là. Mm-hmm. Fait que... non, c'est ça. Ça, c'est une grosse affaire, une grosse lacune qui manque au bac. J'espère qu'ils ont remédié à ça. Parce que c'est la principale... C'est la base de quand tu arrives devant des clients. Il faut que tu sois capable de gérer tes clients, tu sais. Mm-hmm. Idéalement. Ben, c'est ça. Je sais que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a bien des entreprises qui vont engager des entraîneurs. Des fois, on en a parlé avec Guillaume Boucher, nous autres, la semaine passée, où est-ce qu'il disait, tu sais, même lui, souvent, il a tendance à prioriser quand il engage un coach, quelqu'un qui va avoir un minimum d'études, genre un bac en kin, parce qu'il dit... Tu sais, à la rigueur, si c'est une question qui manque d'expérience terrain, ça s'apprend, mais au moins, tu vas avoir les bases de connaissances. Mais c'est aussi pour ça que je regarde le profil complet, parce que, tu sais, quelqu'un qui a 15 ans de terrain, maintenant, là, t'as peut-être pas nécessairement un bac en kin, mais excuse-moi, de l'expérience. Ton expérience vaut pour beaucoup. Puis ça, je sais que c'est quelque chose que du monde comme Christian Thibodeau dit souvent aussi, où est-ce que, oui, les études, c'est important, mais l'expérience est autant importante parce qu'il faut que tu saches comment l'appliquer, ce bagage-là. Tu sais, à un moment donné, si tout ce que tu fais, c'est lire des études, tu vas avoir un très bon background de connaissances théoriques. Oui. Mais après ça, comment tu l'appliques? Parce que c'est quand tu l'appliques sur le terrain que tu te rends compte que les études, c'est des moyennes. Là. Mais après ça, il faut que tu sois capable de l'individualiser avec la personne devant toi. Puis si tu n'as jamais vécu ça, tu ne sais pas comment faire. Là. Des formations, ça s'achète, pas de l'expérience. Là. Exact. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si tu as bien beau, justement, c'est comme on disait tantôt, tu as bien beau avoir 50 000 papiers. Si tu les as jamais appliqués dans la vraie vie, tu seras pas bon, là, je m'excuse, là, mais il faut que tu aies de l'expérience pour être capable de bien les appliquer, puis après ça, de les modifier selon la clientèle que tu as. C'est pas parce que tu as appris quelque chose dans les livres que nécessairement, il faut que ça soit appliqué de A à Z avec cette personne-là. T'sais. Fait que ça aussi. Là. Est-ce que dans ton domaine, tu dirais que pour être capable de coacher du rodéo, il faut que tu aies fait du rodéo? Ben, il faut que tu connaisses le mouvement. Il faut que tu saches. Je pense que quelqu'un qui connaît pas ça à la base pourrait s'en sortir, là, mais je pense vraiment que ça te prend quelqu'un, au moins qui. Peut-être pas nécessairement qui fait du rodéo, qui va au rodéo puis qui fait des barils ou peu importe le style de compétition à cheval. Mais je pense que ça prend quelqu'un qui sait monter à cheval pour comprendre le fonctionnement aussi. Parce que veut pas. Tu sais, si je te dis, OK, ben nomme-moi les groupes musculaires qui vont être le plus impliqués quand tu fais une run de baril, si tu n'as jamais monté à cheval puis que tu connais pas le sport, ça risque d'être boboche, là. Mm-hmm. Tu vas peut-être t'améliorer, mais tu vas peut-être plus comme... Au lieu de prendre, mettons, je sais pas moi, 1 an pour dire, OK, c'est vraiment... ça coche, mais tu vas peut-être en prendre 2, 3. Mm-hmm. Je pense que de là, l'importance aussi de... On le dit fréquemment, ça aussi, mais magasiner vos coachs. Oui. Tu sais, mettons, ça m'arrive des fois, moi, de me faire écrire par du monde qui sont comme, ah, tu sais, j'aimerais peut-être ça me faire suivre par toi. Mon objectif, c'est telle affaire. Puis je suis comme, écoute, j'apprécie le compliment impliqué derrière le fait que tu reach out pour m'avoir comme coach, mais je dis, c'est vraiment pas ma spécialité, ce que tu me demandes en ce moment. Tu sais, je dis, je vais te le dire d'avance. Je pourrais probablement t'aider plus que si tu le faisais toute seule. Mais je t'inciterais fortement à aller chercher quelqu'un de plus spécifique pour ce que tu vas avoir. Parce que, tu sais, veux pas... Surtout si tu investis un certain montant dans un coach, dans une coach, t'investis pour avoir des résultats plus rapidement. Ultimement, c'est ça. C'est un échange d'argent contre du temps que tu n'auras pas besoin de dépenser. Exact. Mais si tu investis là-dedans, en plus, essaye d'avoir le plus gros retour sur cet argent-là en allant chercher quelqu'un qui va être le plus spécifique possible à ce que tu veux. Oui, puis c'est pas parce que la personne est plus compétente dans son domaine que ça veut dire que il va falloir que tu investisses plus nécessairement. Tu es super compétent, mais quelqu'un d'également compétent dans ce que l'autre personne recherche peut charger la même affaire que toi. T'sais. Oui, puis mais c'est ça je veux dire, dans le sens, moi, je serais vraiment cher payé pour quelqu'un qui veut s'améliorer pour son équitation, comme... Ouais, je vais être capable de te faire, prendre la force, puis travailler tes capacités physiques, mais comme... Tu vas vraiment être cher payé pour pour le genre de résultats que je vais t'apporter spécifiquement pour ça, tandis que quelqu'un comme toi va vraiment être beaucoup plus un meilleur retour. Exact. Ouais, non, mais j'ai quelques clients aussi là, qui étaient coachés par d'autres, puis en fait, comme, écoute, je vais m'en venir avec toi, tu fais le même sport que moi. Tu comprends la logique, tu comprends les mouvements, tu comprends tout ce qui se passe en selle, puis tu comprends aussi que j'ai pas
2 heures à mettre dans le gym 4-5 fois semaine. Parce que j'ai des chevaux à m'occuper, j'ai des chevaux à entraîner. Tu sais, comme, pour de vrai, c'est... Puis l'été, c'est pire parce que l'été, le vendredi matin, tu t'en vas au rodéo. Tu reviens le dimanche soir. Là, ceux qui sont vraiment assidus le dimanche soir, ils font leur meal prep parce qu'il y en a quelques-uns que je suis côté alimentaire. C'est pas tout le monde. Quand je sais que tu es vraiment sérieux et que tu veux t'y mettre pour de vrai, là, OK, mais je ne mettrai pas de temps sur quelqu'un qui s'entraîne une fois dans sa semaine puis qui a 3 entraînements ou 3-4 entraînements puis qui... Je trouve que c'est beaucoup trop d'investissement de ma part et pour la personne si t'es pas sérieux. Fait que le dimanche, tu fais ta meal prep, tu fais tous tes lunchs pour la semaine. Le lundi, ben souvent, tu nettoies ton trailer. T'entraînes pas les chevaux, fait que tu peux t'entraîner. Le mardi, mercredi, t'entraînes tes chevaux. Fait que il te reste pas tant de temps que ça pour t'entraîner. Le jeudi, tu pactes ton trailer. Puis le vendredi, tu t'en vas. Fait que, tu sais, nous autres, c'est short, là. Fait que ça te prend 2-3 entraînements dans ta semaine. Puis ce que j'ai commencé à faire, c'est leur offrir parce qu'au rodéo, des fois, on a quelques heures à tuer la fin de semaine, là, veut pas. Surtout que ta performance, ça dure 15-20 secondes, t'as du temps après. C'est ça, tu sais, on ride pas toute la fin de semaine, là. Fait que je leur ai dit, OK, ben emmenez-vous des élastiques, ceux qui veulent emmener des dumbbells, ceux qui veulent emmener des ballons, puis on va te faire un programme qui va te durer une demi-heure, 45 minutes au rodéo, que tu vas pouvoir faire dehors, en dessous de ton auvent, même s'il mouille, t'as pas d'excuses. Tu fais ça dehors, t'as de la place dans ton trailer, tu fais ça là. Fait que au moins, tu rajoutes un entraînement de plus dans ta semaine. Tu sais, si, mettons, tu veux pas t'entraîner le mercredi ou jeudi ou whatever, là, mais tu sais, si tu veux t'entraîner 3 jours semaine, mais que tu sais que la 3e journée, elle va être difficile à rentrer, bien, on va le setter comme ça, tu sais. Si tu veux y aller bodyweight puis pas racheter d'équipement ou traîner ton équipement de la maison au trailer, bien, on va le faire bodyweight puis c'est bien correct, là, on va adapter. Mais au moins, tu vas en bouger, tu vas en faire de quoi qui va être bénéfique pour ton sport. Oui, 100%. Puis comment, toi, en tant que coach, est-ce que tu programmes juste pour le côté renforcement du cavalier? Est-ce que tu programmes un peu pour les entraînements avec le cheval aussi? Comment tu t'arranges? Oui, bien, j'ai certaines personnes qui veulent aussi être à cheval. Je te dirais qu'il y en a qui veulent juste payer pour le côté entraînement du cheval, puis il y en a d'autres qui veulent payer seulement pour leur entraînement à eux. C'est faisable du coaching en ligne avec une personne, sauf que c'est difficile à faire avec un cheval. Fait qu'il faut que je me déplace. Puis, tu sais, j'ai pas 2 heures à mettre pour aller faire de la route pour coacher 1 heure, puis revenir, puis refaire d'autres choses. Puis, tu sais, comme... Fait qu'à un moment donné, je suis limitée dans mon temps. Fait que ce que je leur offre, c'est envoyez-moi vos runs. Puis, on va l'analyser ensemble. Puis, on va regarder qu'est-ce que tu peux faire comme exercice. Mais sinon, quand ils veulent vraiment mettre les deux ensemble, ben... Là, ce que je fais, c'est que je me déplace. On va regarder le cheval, comment il travaille. Puis si je vois que la personne en haut a travaillé tout croche, OK, ben là, on va travailler sur toi. Puis on va regarder tes lacunes. Tu sais, si je vois que le cheval, il veut faire sa job, mais que le cavalier en haut, lui, nuit, ben là, OK, peut-être qu'on ne faudrait pas qu'on travaille sur ton cheval en ce moment, mais il faudrait qu'on travaille sur toi. Fait qu'après ça, c'est de voir comment que la personne veut gérer ça, puis le côté monétaire. Tu sais, si elle a les sous aussi pour le faire. Mais oui, les deux se font. Mais tu sais, c'est une équipe. Fait que les deux, il faut que ça aille bien. Ça se peut que le cavalier soit A1 en haut, mais que le cheval soit pas top-notch. Fait qu'on va travailler sur le cheval. Fait que, tu sais, c'est ça. On y va dans les deux sens. En termes de résultats de performance totale, tu sais, mettons ton temps total à la fin, qu'est-ce que tu crois qui a le plus grosse influence là-dessus? Est-ce que c'est plus le cavalier? Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est vraiment un 50-50? Je te dirais que la plupart du temps, les erreurs proviennent du cavalier. Parce que veux pas, tu mets ton poids. Si tu mets trop ton poids à droite, exemple, ben, ton cheval, ça se peut que ça en aille plus à gauche. Ça se peut, tu sais, il veut fuir où est-ce que tu mets le plus de poids. Si tu y tapes tout le temps dans le dos, ça se peut qu'ils veulent pas y aller, là, face à gauche. Ça se peut qu'ils veulent pas parce qu'ils savent que ça va faire mal rendu là. Fait que, moi, je te dirais que la plupart du temps, c'est le cavalier qui est à travailler. Après ça, c'est le cheval. Mais le cheval, OK, ben, y a-tu une bonne base? Tu sais, c'est la même chose avec l'entraînement. Je vais donner des entraînements, des exercices de base. Puis après ça, on va s'améliorer. Je peux pas te dire faire un overhead squat puis quelqu'un qui a jamais fait ça, je veux dire, il va se blesser. Ça va faire pour les chevaux. On commence avec la base. Puis après ça, on transfère. Tu dis, mettons, quand tu le tapes sur le dos à tout le temps à tel endroit, il sait que ça va faire mal. Est-ce que ça fait mal aux chevaux? Ben, ça peut... Tu sais, oui. Si, mettons, tu sors de tes barils puis tu es tout le temps en train d'y taper à la même place dans les lombaires, c'est comme si quelqu'un avec te donnerait... tes pieds, genre? Non, avec tes fesses.
Ah, quand tu... Oui, tu sais, mettons, ton cheval, il sort vraiment fort. Tu tapes dans l'ombaire avec tes pieds, là, t'es pas trop assis, là. T'es en train de surfer sur ton cheval, là. Ouais, je suis mêlée comme un tas de feuilles. C'est parce que dans ma tête, j'avais juste l'image de comme quand tu le tapes, mettons, de même, mais je comprenais pas trop. Je me semble que tu dois On parle toujours du cheval, right? Ouais. C'est pour ça que j'essaie de figurer où est-ce que tu le tapais, comment, pourquoi. Ouais, ben tu sais, mettons, ton baril est là. Ouais. Tu montes, là. Tu sors de la chute, là. Tu montes. OK, je m'excuse pour ceux qui écoutent en audio, là. Quand tu vas venir contourner ton baril, ton cheval, quand il va sortir, lui, il va se propulser avec ses postérieurs pour sortir extrêmement fort. Mais quand il se propulse pour sortir, si toi, t'es pas bien assis dans ta selle, ça se peut que tu rebondisses dans la selle puis que tu y tapes dans le dos. Fait que dis-toi qu'à un moment donné, ça, là, ça finit par faire mal. Je comprends. Fait que si t'es pas stable, ben c'est ça qui va arriver. Puis ça se peut que, je veux dire, ça se peut que ton cheval soit trop... Ça aussi, c'est un autre sujet. Là. Il y a des chevaux qui sont trop forts pour les cavaliers, puis que les cavaliers s'obstinent à garder le cheval fort. Il faut que tu y ailles par étapes. Tu commenceras pas à monter sur scène comme un bodybuilder, mettons. Tu commenceras pas à monter sur scène si tu n'as jamais fait de musculation. Là. Clairement. Fait qu'il faut que tu commences avec la base. Il y en a qui l'ont fait, là. Mais ça a plus fait des mimes qu'autre chose. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas optimal pour toi, là, en tout cas. Mais, tu sais, c'est le fait que si tu commences avec un cheval calibre rodéo, mais que tu n'as jamais monté à cheval, ça se peut que ça n'aille pas bien. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu commences avec la base. Un petit cheval qui va pas vite, qui est sweet, qui est smart, qui connaît toute sa job, pour t'aider justement à upgrader vers quelque chose de plus fort. Fait que ça, c'est une affaire aussi que les gens ils ont de la difficulté. Peut-être que tu n'es pas un rider de chevaux de rodéo, tu sais, 1D, là. C'est quelque chose que vous voyez dans l'équitation? Tu sais, je sais que ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup avec le côté... performance en général, fait que c'est sûr que nous, on l'applique plus dans le côté bodybuilding, peut-être powerlifting, des affaires comme ça, mais le côté génétique peut être un gros facteur. T'sais, mettons, bodybuilding, justement, si ta génétique te limite à prendre la masse musculaire, je m'excuse, tu finiras jamais sur un stage. Côté équitation, c'est quelque chose que vous pouvez voir un peu? Pas tant, pour de vrai. Pas tant côté génétique. Là, c'est sûr qu'il y en a qui... Ils vont en avoir, la génétique, ça va plus être au niveau du cheval qu'au niveau du cavalier. Oui, c'est ça. Au niveau du cheval, là, plus pour la performance, là, parce qu'il y a des chevaux, justement, des lignées qui sont vraiment plus pour la course. Il y en a d'autres, c'est plus pour l'agilité. Mettons, les chevaux qui travaillent avec les vaches, les autres, ils vont être hyper agiles, ils vont avoir une certaine génétique. Il y a des chevaux qui font de la performance, que c'est pour avoir, mettons, un galop qui est vraiment lent. Il y en a d'autres que, toute la génétique qui est là, c'est différent. Mais c'est ça, au niveau du cavalier, il n'y a pas tant de... On n'ira pas jouer autant de la... Voyons, autant... Elle recommence. Oui, c'est ça bug dans ma bouche. Ouais, ça sera pas la génétique tant que ça au niveau du cavalier. Tu sais, oui, il y en a qui vont dire, OK, bon, j'ai des problèmes métaboliques parce que je suis en surpoids, fait que j'ai des problèmes métaboliques, là, mais ça, c'est une autre question. Là. Mais ça, c'est pas tant une question de génétique. Là. Non, c'est pas... Mais il y en a beaucoup qui mettent la faute là-dessus. Là. C'est ma génétique, j'ai des gros os. J'ai des débalancements hormonaux. Oui. Ouais, c'est ça. Là. Je veux dire, mais que tu sois mort et qu'il n'y ait plus de chair autour de tes os, tes os vont être de la même grosseur que tout le monde. Il risque même d'être un petit peu plus petit. Oui. Ouais, c'est que, parce que tu n'as probablement pas beaucoup de masse musculaire. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est une excuse qu'on entend beaucoup, mais non, la génétique, je joue pas tant. Y a-tu d'autres affaires comme ça d'excuses, entre guillemets, ou de problèmes que tu vois survenir peut-être un petit peu plus auprès des cavaliers? De résistance, peut-être? Ouais, ben non, pas. Non, c'est surtout. Ils mettent beaucoup l'accent sur j'ai pas le temps. C'est plus des excuses que j'entends souvent. C'est j'ai pas le temps. Ça coûte trop cer. Mais tu sais, c'est des gens qui vont aller au resto le vendredi soir, qui vont aller manger dans les fast-food la fin de semaine. Mais tu sais, je veux dire, cet argent-là, tu pourrais clairement la mettre. Mais c'est l'investir en toi-même. Là. Mais moi, mon questionnement, c'est ça. C'est parce qu'on s'entend, nous, dans le monde du bodybuilding, les gens qui veulent faire des compétitions, ça coûte cher faire des compétitions. Oui. Mais c'est des gens pour qui cet objectif-là, c'est comme leur vie. Là. C'est comme la compétition, c'est le but de vivre cette année. Là. À quel point c'est comme ça dans votre domaine? Dans le cas de Cynthia, c'est littéralement son but. Oui, dans le cas de Cynthia, elle a vraiment ça pour vivre. Mais c'est ça, dans votre domaine, est-ce que c'est est-ce que tu pris au sérieux ces compétitions-là ou pas tant que ça? Parce que, tu sais, la manière que tu en parles, on dirait que les gens, OK, beaucoup dans le paraître, beaucoup dans, OK, mais il faut que j'ai un bon cheval, il faut que j'ai un cheval qui est performant. Tu sais, comme tu dis, les gens qui, OK, mais je vais avoir le cheval le plus fort, le plus performant, mais que je suis pas nécessairement capable de gérer ce cheval-là. Fait qu'on dirait que c'est beaucoup dans le paraître plus que dans la passion de faire du rodéo, peut-être. Puis c'est l'impression que j'ai, tu sais, parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir investir en eux autres, je comprends. Mais si ton objectif, c'est vraiment
tes compétitions de rodéo, puis c'est ça qui te fait vivre, c'est ça ta passion d'envie, me semble que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, encore une fois. Oui, idéalement, tu veux mettre les chances de ton bord puis de travailler autant sur toi que sur ton cheval. Sauf que, encore là, au Québec, on a vraiment une vieille mentalité. C'est le cheval qui court. Tu sais, j'entends souvent dire « mais c'est pas un sport, l'équitation, c'est ton cheval qui court. » Ouais, mais je vais t'asseoir dessus une demi-heure, là. Le lendemain, tu vas être raqué en sacrament, je te le confirme. Ah oui. Le nombre de clients que j'ai eu dans les dernières années qui m'ont dit qu'ils sont allés faire de l'équitation, puis c'est jamais un niveau compétitif, là. Mais c'est quand je suis allé faire de l'équitation une journée. Ouais, genre, j'ai été raqué des jambes le lendemain, là. Je suis comme, mais oui! Oui, c'est ça. Mais tu sais, bien souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gens, quand tu rentres dans le côté compétitif, si tu veux vraiment tout mettre les chances de ton bord, mais encore là, c'est tellement une vieille mentalité. Là, c'est ton cheval qui court, c'est lui qui est censé performer. Quand j'entends ça, les oreilles me grichent parce que c'est une équipe. Mais tu le vois pas que tu gagnes pas tes compétitions? Non, mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il y en a qui gagnent même si ils s'entraînent pas. Malgré le fait qu'ils boivent la fin de semaine, malgré qu'ils mangent mal, malgré qu'ils s'occupent pas tant d'eux autres. Fait que c'est ça qui est dur à switcher comme mentalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui performent quand même, malgré le fait qu'ils s'occupent pas d'eux. Mais ces gens-là doivent pas performer à un si haut niveau que ça. Il y en a beaucoup, oui. Ah ouais? Il y en a beaucoup, oui. Mais ils doivent se plaindre constamment qu'ils ont des douleurs, quelque chose. Ben, tu sais, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est que tu les vois se lever de leur chaise, là, le lendemain matin, puis on dirait qu'ils ont 90 ans, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux faire ce sport-là le plus longtemps possible, puis si tu veux avoir une qualité de vie, tu sais, on dirait que les gens sont incapables de penser à long terme. Oui. C'est comme... Ils s'attendent à ce que... Puis moi, je l'entends beaucoup aussi, même dans ma famille, qui a aussi une vieille mentalité à ce niveau-là, mais que c'est normal, à partir de tel âge, tout le monde prend des médicaments pour la pression. Tout le monde développe quelque chose. Comme si c'était normal d'être malade en vieillissant, alors que c'est pas supposé être la normalité. Tu es supposé rester en santé puis genre mourir de vieillesse parce que on a pas mal les conditions et la technologie pour que ce soit ça qui se passe. Là. Je vous dirais que le scorbut puis la lèpre sont moins présents. Ouais, c'est... Mais théorie. En théorie, là, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te demande, ces gens-là, ils doivent avoir des douleurs quand même assez fréquemment parce que si tu fais pas attention à ton corps, t'en as rien qu'un, mais tu vas vieillir avec un paquet de douleurs puis ta qualité de vie ira pas en s'améliorant. Fait que ne serait-ce que, je comprends que tu performes quand même, mais est-ce que tu penses à ta longévité? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de monter ton cheval? Est-ce que tu peux de moins en moins performer, même si tu performes encore bien? Comment tu te sens quand tu performes sur ton cheval? Ça doit être de moins en moins bon à cause de tout ça. Ça allume pas je comprends pas que ça allume pas des cloches au monde. Mais c'est parce que c'est pas là maintenant. Je comprends, mais... C'est pour ça, c'est que... Tu sais, mettons, les gens ont de la difficulté à se projeter dans 10 ans. Dans 10 ans, tu vas ressembler à quoi, mais que tu montes ton cheval? Ils veulent pas voir le futur. Tu sais, là, en ce moment, ça fonctionne comme ça. Ça va bien comme ça fonctionne. Je gagne comme ça. Pourquoi je changerais quelque chose? Ouais, je pense qu'on en avait parlé dans le podcast avec Chris, justement, où est-ce qu'on disait, tu sais, c'est que si à un moment donné, si t'as peur de te poser ces questions-là, c'est parce que t'as peur des réponses. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je le prends souvent en exemple pour parler plus de longévité parce que c'est un exemple mondial. LeBron James, un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, aujourd'hui, à 40 ans, est encore dans probablement les top 10 joueurs de la Ligue. À 40 ans. Il y a bien du monde qui finissent leur carrière à 30-32, tu sais. Puis aujourd'hui, il est encore un des meilleurs de la Ligue. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est dans la Ligue et encore à ce jour, a investi à maintenir un corps en santé. Il a pris soin de lui, même dans le off-season. Il mange bien, il s'entraîne fort. Fait que, mais tu sais, c'est pas parce que t'es pas un professionnel que tu veux pas maintenir une qualité de vie à travers justement toute ta vie. Là. Non, c'est ça. Puis le côté santé, bien souvent, il prend le bord. Là. Côté compétition, tu leur dis, ouais, mais fais-le au moins pour ta santé plus tard, pour être capable justement de performer encore dans 10-15 ans. Mais le côté santé, il est pas là. Je veux dire, là, je performe bien comme ça. Faudrait qu'il écoute le podcast avec Louis. Oui, Louis, 76 ans, qui deadlift quasiment 500 livres. Oui, qui deadlift plus qu'à peu près tout le monde dans le gym. Là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, même au-delà du côté, ça serait le fun que tu performes encore dans 10-15 ans. Même si dans 10-15 ans, mettons, il voulait plus performer, ça serait le fun que dans 10-15 ans, tu sois fonctionnel. Oui, juste dans ton quotidien. Tu sais, je veux dire, au-delà de la performance du sport, ça serait le fun que tu n'aies pas l'air justement d'un handicapé quand tu vas avoir fini ton sport parce que justement, tu n'as tellement pas pris soin de toi dans les dernières années que tu es rendu pété de partout. T'sais. C'est ça. Tu sais, j'en vois beaucoup, là, je prends l'exemple de mon chum, là. Lui, il fait l'échange de cavaliers, puis il saute en bas des chevaux. Fait que,
les chevaux roulent à 50 km/h, ils sautent en bas des chevaux. Mais pourquoi? Pour que l'autre embarque. Dans le fond, c'est l'échange de cavaliers. Là. C'est un tour de ring, puis ils vont à pleine vitesse, puis mon chum, il débarque pour que l'autre puisse prendre sa place. Mais pourquoi ils font ça? Je comprends pas. C'est une compétition. De l'échange de cavaliers? That's like the whole point. Ouais. La compétition, c'est tu fais un tour, tu te garoches en bas, encore là, quelqu'un d'autre fait un tour. Non, dans le fond, t'as 4 pôles, OK? puis le tour, ils font tout le temps à gauche. Fait que dans le fond, quand tu passes la deuxième pôle, ça fait comme un genre de gros rectangle. Quand tu passes la deuxième pôle, mon chum, il faut qu'il se garoche en bas. Puis que l'autre, entre la 2 puis la 3e borne, il saute dessus, puis il finit le tour. Fait que l'autre, il fait comme un quart de tour sur le cheval. Puis pourquoi ils prennent pas la même personne pour faire les 4 poteaux? Ça aussi, ça en est un. OK. Ça aussi, ça s'appelle le sauvetage, c'est que c'est quelqu'un qui embarque en arrière. Okay. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, quand je... La fille, elle connaît ça. Ouais. Mais au pire, je vous montrerai des vidéos tantôt, là, mais pour mieux comme imager, là, mais... Mais ça sort d'où, ces compétitions-là, qu'il faut que tu te garoches en bas de ton Hey, cheval? ça vient de loin, là, si je me trompe pas, là. Saint-Bruno, genre. Ouais, ça vient de... Quaticook. Quand il passait le courrier, il y a vraiment, vraiment longtemps, pour échanger de personnes de village. Ah, Il y en a qui se garochaient en bas, l'autre embarquait pour finir le courrier ailleurs. Ça vient comme de là, si je me trompe pas, là. Je veux pas redire n'importe quoi, là, mais ouais. C'est intéressant quand même comme compétition. Mais, tu sais, je le vois lever, je le vois se lever du divan le matin, là, puis des fois, je suis comme, oh, boy. Ben oui, mais essaye de te garocher en bas d'un char qui roule à 50. Ben là, c'est ça, tu sais, ça fait au-dessus de 15 ans. Pour le plaisir. Ça, fait que, tu sais, c'est ça, ça n'est cassé des membres, là. Ben oui. Mais, tu sais, l'hiver... Mais non, mais Simon, tu te garoches en bas d'un cheval à 50 km/h, les odds que tu te blesses sont assez élevés, même si tu t'entraînes. Non, moi, regarde, je manque une marche puis je me foule une cheville. Ben, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que je respire puis je me foule un rein. Mais tu sais, ça magane une personne, là. Fait que, ouais. tu sais, il s'entraînait un peu quand on s'est connus, mais quand j'ai commencé à faire ces programmes puis tout ça, tu sais, l'hiver, on va vraiment spécifique. Tu sais, c'est dur ses chevilles, c'est dur ses genoux, c'est dur ses hanches. Fait que, tu sais, on renforcit au maximum l'hiver. Après ça, on réintègre légèrement les impacts au printemps pour que quand il rembarque son cheval pour débarquer, que les impacts soient moins durs sur son corps, tu sais. Mais c'est tout le temps la même routine qu'on fait. Puis après ça, on adapte selon... Mais, tu sais, je veux dire, ça magane une personne pareille, mais il arrête pas de me dire que j'ai prolongé sa carrière, mais, tu sais, c'est juste parce qu'on a mis de la masse autour, puis on a renforcé les tendons, on a renforcé, on a... T'assurer qu'il arrête de se casser à toutes les fois qu'il tombe, là? Ben, tu sais, c'est juste que maintenant, le corps, il suivra plus, là. C'est des gros impacts, là, puis, tu sais, il saute quand même de haut, là. Fait que... C'est pas petit, un cheval. Relativement rapidement aussi, là. Oui, c'est ça, là. Déjà, tomber d'un cheval, c'est désagréable. Quand c'est volontaire, c'est autre chose. Quand c'est volontaire, c'est ça. Mais tu sais, c'est rendu là, c'est comme n'importe quel sport. Tous les sports ont leur risque, veux pas. Oui, sport implique activité physique un peu plus intense. Exigeante quelconque. Il y en a des moins pires que d'autres, mais ils ont tous des risques à un moment donné de blessures. Fait que c'est pour ça que, oui, au-delà du sport, dans le sens de spécificité à ce sport-là, il y a des affaires qu'il faut que tu entraînes pour être plus performant, mais il faut que tu entraînes le corps si tu veux que le corps soit capable de suivre. Oui. Ben oui, t'as pas le choix, là. Si tu veux pas, il n'y a rien qui rajeunit là-dessus, là. Non, c'est ça. Rien qui rajeunit, là. Fait que, tu sais, puis c'est tout le temps... Tu sais, justement, il y en a beaucoup de cavaliers qui ont mal dans le dos, mais c'est parce que tu es tout le temps en train de te faire brosser, là. Je veux dire... Mais toi aussi, t'es ça, les impacts, là. Ton cheval, il le ressent, oui, mais ton dos aussi. Hein. C'est pas... Comment je peux te dire ça? Ils sont pas toutes fins, là, les chevaux, là. En plus? Oui, là, on parle des best case scénarios depuis tantôt, là. Oui, mais ils sont pas toutes fins, là. Puis il y en a qui se font brasser, là. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu pars des poulains, là, tu te fais brasser aussi. Fait que il faut que ton corps soit capable de résister à ça, puis que le lendemain, tu sois capable d'aller travailler, là. D'ailleurs, désensibiliser un cheval à faire du rodéo, ça prend combien de temps, à peu près? Ça dépend des chevaux. Ça dépend de leur capacité à analyser la situation, si tu veux. C'est possible de, mettons, t'achètes un cheval de compétition de rodéo qui a 50-60 000, qui est comme vraiment, vraiment hot. Qui est déjà fait, oui. Mais qui, mettons, il n'est pas désensibilisé, puis que tu n'es pas capable de désensibiliser, ou il arrive tout désensibilisé? Non, ben là, ça dépend de ce qu'ils ont fait, puis ça dépend de, tu sais, c'est parce que,
mettons, si tu t'achètes un cheval qui sort des futurs. Sont-tu clés en main? C'est ça ma question. Pas vraiment toutes. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont être capables de faire leur run, mais tu sais, s'ils ont jamais... Ils ont tout le temps performé, mais en dehors des classes de rodéo, tu sais, t'as d'autres associations. S'ils n'ont jamais vu de veau, ça se peut qu'ils aient peur. Là, tu comprends? S'ils n'ont jamais vu de taureau, ça se peut qu'ils aient peur. Là. Fait que c'est comme pour ton back en kin, ça prend de l'expérience terrain puis le cheval aussi. C'est ça, mais dans ma tête, quand tu prenais un cheval qui était bon pour ça, il venait clé en main. Là. Non, c'est ça. Fait que ça se pourrait que tu achètes ton cheval pas clé en main, que tu as payé ce montant-là, puis que finalement, tu sois à peu près jamais capable de le désensibiliser. Là. Ben oui, ça finit par se désensibiliser. Okay. On finit par arriver à quelque chose, là. Mais tu sais, juste te donner un exemple, j'ai un poulain de 4 ans qu'on n'a pas sorti l'année passée parce qu'on a une jeune fille, là, fait qu'on a un bébé. Fait qu'on voulait comme pas prendre le risque qu'il arrive quelque chose quand on avait le bébé avec nous autres puis le jeune poulain. Fait qu'on l'a commencé à le sortir cette année. Écoute, au premier rodéo que j'ai sorti, il avait tellement peur des veaux, j'ai même pas été capable de rentrer dans le ring. Donner une idée, là, j'ai été une demi-heure assis dessus à essayer de rentrer, il voulait rien savoir, il était jamais là et la peur. Tu sais, fait que ça a pris la fin de semaine d'après pour être capable de faire quelque chose. Il y a des chevaux qui ont peur de rien puis c'est des guerriers à la base. C'est comme... Faut que tu retiennes d'aller voir les veaux. Ben, tu sais, c'est juste que des fois, il y en a qui sont juste plus coquilles puis qui y vont, mais ça dépend de leur personnalité. Il y en a gros que c'est des coquilles. Puis souvent, les bons chevaux de rodéo, c'est des coquilles. C'est des chevaux qui ont une grosse personnalité puis que, ils sont explosifs puis qui sont... C'est pas des petits chevaux timides qui disent jamais un mot. Là. C'est comme les humains. Là, quand que tu prends de la place puis que tu es capable de... Souvent, quand tu es capable de prendre ta place comme humain puis que tu t'imposes, ben souvent, tu t'arrives à tes objectifs un petit peu plus rapidement. Donc, ben souvent, les plus performants, les humains les plus performants dans peu importe le domaine vont avoir une personnalité très forte aussi, puis forte veut pas nécessairement dire cocky ou arrogant, mais c'est ça, désagréable. Mais tu vas avoir une forte personnalité parce que ça t'en prend une pour être capable de te rendre au top, mais juste ça peut être le même principe pour les chevaux, je présume. Ben, en fait, pour probablement n'importe quel animal qui fait un sport. Là. C'est ça. Il y en a juste qui sont vraiment plus dangereux que d'autres, là, mais ça reste... Quand tu les connais, c'est correct. Là. Avez-vous beaucoup de cavaliers gars aussi, ou c'est majoritairement des filles? Je te dirais que j'ai peut-être... Écoute, j'ai 2-3 gars. Ouais, j'ai 2-3 gars. J'étais en vague, là. C'est parce qu'il y en a un qui m'a écrit, puis il m'est parvenu des nouvelles, là. Mais tu sais, j'ai 2-3 gars. Mais sinon, j'ai que des filles, là. Puis surtout dans le sport de baril, parce que c'est ce dans quoi je performe. Mais tu sais, il y en a une couple qui commence à faire comme moi, à allumer des cloches. Moi, tu sais, si je veux être capable de rentrer travailler, puis juste être capable d'être fonctionnel dans 10 ans... Faudrait peut-être que... Parce que, tu sais, juste les pogneurs, ceux qui embarquent sur les chevaux, et c'est dur, ces épaules, là. Comment de gars que je vois qui se disloquent l'épaule parce que, tu sais... C'est ça, là. Casse la clavicule parce que, tu sais, il était pas à bonne place, puis oui, il était juste pas assez fort tout court. Les gars qui embarquent sur les chevaux quand ils font des tours de ring. Fait que, mettons, avant de se garrocher en bas du cheval? Le pogneur, dans le fond, mon chum, lui, il saute, fait que c'est un sauteur. Ah, puis l'autre, il s'accroche. L'autre, c'est un pogneur parce qu'il pogne le cheval. Fait que, le pogneur, lui, quand il pogne, il essaie tout le temps d'aller chercher le pommeau de la selle, là, fait que ce qui ressort sur le dessus de la selle, dans son coude pour être capable de s'accrocher, mais des fois, ça va tellement vite que... Ça donne un coup. Ça donne un coup. Fait que, puis des fois, ils sont juste pas capables d'embarquer, fait qu'ils whippent l'autre bord du cheval dans les matelas. Puis, tu sais, ça se peut que ça donne un coup, puis si ton épaule est pas assez forte, je m'excuse, mais elle va sortir ton épaule. Là. Ouais, puis ça aussi, j'imagine que c'est une question de technique puis de pratique, de t'habituer à comme, suivre le mouvement du cheval aussi pour embarquer. Tu peux pas juste rester dur comme un roc pendant que lui, il court puis t'attends à ce que t'embarques. Non, peux-tu faire les deux, genre? J'allais dire chasseur-cueilleur, c'est pas ça, là. C'est sauteur-pogneur, genre, ou mettons, ton chum qui est sauteur, il fait pas pogneur parce que là, ça commence à être too much. Là, c'est beaucoup. Oui, il y en a qui le font. Ils sont plus rares, par exemple, parce que justement, ça roule, ça va vite. Fait que si t'es dans le ring pour aller pogner ton cheval, mais qu'après ça, il faut que tu cours sortir du ring pour aller débarquer du cheval, c'est juste trop tout en même temps. Je présume que c'est comme n'importe quel sport où est-ce qu'il y a une spécificité au rôle que t'as. Au même titre que, genre, au hockey, un gars qui joue en attaque va pas nécessairement aller défenseur aussi. Oui, il va être capable. Ouais, ça veut pas dire qu'il va performer à 100% comme dans son autre. C'est exact. Ça. Puis tu vas vouloir entraîner l'affaire dans laquelle tu es censé être là pour le plus possible aussi. Oui, c'est ça. Mettons, les pogneurs, j'irais plus pour travailler les épaules au maximum, le haut de dos, les pecs pour être sûr que l'impact soit minime le plus possible. Puis les jambes, parce que
quand même que tu sois capable de faire des sprints, parce que quand le cheval s'en vient, il faut que tu sois capable de le suivre aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des patrons moteurs... Sport d'atterre? Différents, oui. Moi, j'imaginais sur une petite plateforme, là, puis tu ramasses le cheval. Tu pars d'atterre, tu t'en vas en ligne droite. Tu sautes en parachute. Ouais, c'est ça. T'arrives en hélicoptère. C'est ça. Ouais, mais non, pour ça que c'est dispendieux, faire du cheval. C'est tout qu'un budget. C'est ça. Mais je m'en allais te demander, justement, est-ce qu'il y a une différence en termes de programmation d'entraînement entre les gars et les filles? Mais je présume que ça peut être une question il y a une différence entre les rôles, entre guillemets. Oui, ça va être plus le type de compétition que tu vas faire. Parce que d'entraîner une femme ou un homme, je veux dire... T'entraînes sensiblement les mêmes affaires. Les mêmes choses. La seule affaire, c'est que, justement, si t'es un pogneur, ben ça se peut que je fasse un petit peu plus de haut de corps que de jambes, admettons. Si t'es une fille de baril ou un gars de baril, peu importe, ça se peut qu'on fasse un petit peu plus de corps puis de jambes que, tu sais, de haut de corps. Fait que ça va juste dépendre de la personne, puis après ça, ben, ça va dépendre de ses lacunes aussi, là. Mais oui, ça dépend vraiment. Mais les filles puis les gars, c'est sensiblement la même chose. Tu sais, je suis pas en prise de match, je suis pas en coach, je suis pas... tu sais, je vois pas dans le fonctionnel. Oui, c'est ça, exactement. Ça reste le fonctionnel, là. Fait que, tu sais, ce que je veux, c'est que tu aies une stabilité à cheval, parce que, tu sais, quand t'es pogneur, ça reste que tu vas être sur ton cheval une couple de secondes pareil. Fait qu'il faut que tu sois capable d'être resté assis là. Fait qu'on va aller chercher au niveau de la stabilité, de la force des jambes, parce que, tu sais, quand t'es pogneur ou peu importe, quand t'es dans les courses de baril, si jamais tu perds un étrier, ben ça reste que t'as plus rien pour te soutenir. Fait que ça reste qu'il faut que ta stabilité soit là, la force de tes jambes soit là pour être capable de te tenir en selle. Fait que c'est pas mal les mêmes qualités, c'est juste la seule affaire qui va différencier, c'est le type de sport que tu vas faire, là. Ouais, vas-y. Est-ce que tu en as quand même des gens qui viennent te voir pour des recompositions corporelles? Oui, j'en ai aussi. C'est ça que j'allais dire. On en parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast tantôt. Puis t'en as comme glissé un mot vite. Des fois, t'as, mettons, des filles qui disent « Ah, j'aimerais peut-être ça faire un petit peu plus de bras parce qu'ils ont comme le gras de babaye qui disent. » Mais comment tu deals avec ça? Parce que là, tu sais, on a mentionné, c'est une clientèle qui a pas beaucoup de temps à investir sur soi-même, qui a déjà pas beaucoup de temps à investir sur les exercices à faire pour performer dans leur sport. Fait que là, essayer de programmer une composition corporelle là-dedans avec des gens qui ont déjà pas tant des bonnes habitudes de vie, de ce que j'ai compris en règle générale, comment tu joues là-dedans? Oui, bien souvent, ce que je vais leur dire, on va regarder les habitudes alimentaires puis ce qui tourne autour de l'entraînement. Fait est-ce que tu dors bien? Est-ce que ta digestion va bien? Est-ce que, tu sais, comment tu manges? Est-ce que tu manges assez de protéines? Tu sais, bien souvent, si tu vas changer une couple de petites habitudes, si, mettons, plus souvent qu'autrement, j'entends une perte de gras, là, côté des filles, ben si tu changes 2-3 affaires côté alimentaire, si elle dort mieux, si elle arrête de prendre du café à 6 heures le soir, si, tu sais, comme... Ça va faire une grosse différence. Là, après ça, s'ils trouvent que c'est pas assez côté entraînement, ben là, tu sais, je leur dis, ça se peut que je sois peut-être pas la bonne personne pour t'enligner, là. Je peux t'aider jusqu'à un certain point. Après ça, mon travail s'arrête là, tu sais. Parce que j'en ai une en tête qui était venue me voir côté performance au départ, puis que ça s'est transféré vers une perte de poids et elle était tout petite. Elle n'avait pas de poids à perdre, tu comprends? Mais dans le miroir, elle se voyait grosse. Fait que là, c'était peut-être plus le côté psychologique qu'il fallait aller chercher. J'ai fait mon bout de chemin avec elle. Là, on a compris des affaires, on a conclu quelques... Tu sais, il y a des cloches qui se sont allumées. Elle a compris des affaires, on a mis d'autres choses en place. Mais après ça, moi, si ça allait plus loin que ça, c'était un psychologue que j'y conseillais. Tu sais, ça va là, des fois. Là. Puis il y en a que, je le vois, c'est vraiment un trouble alimentaire. Puis là, je leur dis, OK, garde, on va faire ça. Puis si ça fonctionne pas, on réfère. Puis il y en a une que le trouble alimentaire, pas que ça s'enlève jamais. Ça reste tout le temps là, mais elle est mieux capable de le contrôler. Elle binge plus. Mais c'est juste parce qu'elle mangeait pas assez. Tu sais, je veux dire, quand tu te bouffes le garde-manger au complet, là, puis que tu as la face beurrée d'Oreo, ça se peut qu'il y ait quelque chose dans ta journée qui fuck, là. Ça pourrait que tu aies manqué de protéines à quelque part. C'est ça, là. Ben ouais, c'est drôle parce que j'en parlais avec une cliente hier, justement, à son suivi, où est-ce qu'elle me disait qu'elle est déjà en bonne shape, elle est déjà relativement lean, elle voulait juste être peut-être un petit peu plus découpée, puis ajouter un petit peu de muscle par-dessus ça. Fait que
sais, on vient de finir son premier mois, je lui avais monté ses calories un petit peu par rapport à ce qu'elle mangeait, puis elle a quand même perdu un petit peu de body fat. Elle a fait une genre de recom dans le dernier mois. Elle a pris un petit peu de masse musculaire, perdu un petit peu de body fat. Puis c'est ça qu'elle me disait, elle était comme crème. Au début, j'avais de la misère à finir mes assiettes parce que je mangeais plus qu'avant, mais elle dit, j'ai quand même perdu du body fat. Je suis comme, oui, parce qu'en ce moment, vu que tu manges plus, tu binges moins. Ou sans nécessairement binger, mais tu snacks moins. Puis ça, c'est une affaire qu'elle me dit, elle dit souvent, je finissais mes soupers, puis comme, il me semble, je vais aller me chercher un petit dessert, là, un petit quelque chose. Puis elle dit, là, j'ai juste plus faim après mon souper. Fait que c'est ça, des fois, qui est contre-intuitif, ou est-ce que des fois, je te donne plus de bouffe, puis tu perds plus de body fat juste parce que le volume dans ton assiette va monter, mais le total de calories va diminuer juste par le fait que tu snacks et binges plus après. Ben oui, c'est ça. T'sais, moi, j'avais augmenté, j'avais dit, OK, on va augmenter. J'avais dit en partant, pour ceux qui sont intéressés, là, je leur dis tout le temps, prenez-moi en photo ce que vous mangez, puis on va ajuster. Si c'est du pain blanc transformé, ben, c'est d'aller vers du pain brun qui va avoir un petit peu plus de nutriments dedans, puis un petit peu plus de vitamines. Au lieu de, justement, Pepsi prend les zéros, si ça te tente de boire du Pepsi, c'est comme juste des petits ajustements de même. Okay, la personne a buvait 250 ml d'eau dans sa journée. Ben là, peut-être qu'on augmenterait un petit peu l'eau, puis ta digestion va mieux aller, tu vas arrêter d'être constipé, puis tu vas commencer à aller aux toilettes, on va augmenter tes végétaux. Peut-être que ça va t'aider à ne pas avoir faim 2 minutes après. Ton plat de pâtes, on peut-tu switcher tes pâtes, mettons, pour... si tu as vraiment le goût de manger des pâtes, on peut-y aller avec des légumineuses à la place? D'essayer de switcher, OK, oui, tu as le goût, je veux pas tout enlever puis que ce soit militaire, ton affaire, mais je veux au moins qu'on améliore quelques affaires. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats un petit peu. Puis après ça, si tu veux plus, ben, je te référerai à quelqu'un si tu veux plus, tu sais. Mais c'est juste de changer ça. Puis c'est ça, je leur dis, envoyez-moi des photos de ce que vous mangez. Puis on va ajuster. Mais des fois, je regardais ça, j'étais comme, mon Dieu, et où ta protéine là-dedans? C'était genre une salade de macaroni. Comme... Ça goûte bon, mais c'est un side, pas un repas. Ben là, puis j'étais comme, ben là, elle a faim. Fait que là, elle dit, j'ai pigé dans le pot d'amandes à ma chum de fille, à ma collègue, elle... Là, j'étais comme, OK. Glucides plus gras. Là, t'en as mangé combien? Je sais pas, là, je pigeais dedans. Ah, c'est facile, là, des poignées. Ben oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, oh, OK. C'est long avant que ça te bourre, là. Fait que là, elle disait, j'ai pris une livre. Là, oui, mais attends, là, t'as pas, il y a pas, tu sais, oui, ton alimentation n'est pas A1, là, mais une livre, ça fluctue en tabarouette dans une journée, là, puis elle se pesait à tous les matins. J'étais comme, OK, là, tu me mets ta balance de côté, là, t'arrêtes, là, à m'envoyer des photos. Là, j'étais comme, OK, t'arrêtes de te prendre en photo, tu t'arrêtes de capoter, on va ajuster les affaires. Puis là, tiens, on dirait que ça a comme apaisé. Mais tu sais, l'entourage aussi jouait pas beaucoup, là. Moi, quand elle m'est arrivée avec son chum qui dit « Tu cotes pas. » Pardon? Ta blonde a de la difficulté avec l'alimentation. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Tu dois bien t'en avoir rendu compte là, que ça marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis t'oses passer un commentaire sur son physique. Hey, là, j'ai fait non, le gars, là, elle m'a écrit, elle broyait quasiment, tu sais. Là, j'ai dit, écoute, là, laisse faire les commentaires des autres. Toi, comment tu te sens, c'est ce qui m'importe. Le commentaire des autres, je m'en fous. Je veux savoir, toi, comment tu te sens à la base. Comment que tu te trouves visuellement. T'es comment je me sens bien. Fine. Les autres, je m'en fous. Tu sais, puis c'était beaucoup de questions d'apparence au final quand on s'est mis à creuser, maintenant, avec Jessie. Elle m'a aidé beaucoup là-dessus. Quand on s'est mis à creuser, c'est ça, c'était beaucoup une question d'apparence pour son travail. Pour elle, c'était une grosse importance de se sentir valorisée dans le regard des autres. Fait que ça non plus, j'ai dit c'est 0,5 ton affaire. Puis là, ça va bien. Là, c'est assis, ça va bien. Mais tu sais, on n'est jamais loin d'une rechute, là. Mais tu sais, je la tiens proche, je la tiens serrée, puis ça va bien. Mais c'est ça, c'est côté difficile que je trouve de travailler avec les filles. Ce côté-là est moins présent chez les gars. Ou du moins, il est moins... Il est moins intense. Pas nécessairement moins intense, mais il est moins... Comment je peux dire? Il est moins véhiculé, peut-être. On en parle peut-être moins aussi, avec les ouais, gars. Mais je pense que dans son domaine à elle, il est quand même moins présent. Oui, dans ce domaine spécifique-là, probablement. Dans notre domaine, il est pas mal autant présent, mais effectivement, il est juste moins véhiculé. Les gars en parlent moins, généralement. Mais dans ton domaine, je pense que les gars sont moins axés sur l'apparence physique. Oui, c'est ça. Que justement, je veux performer dans mon sport. Là. Exact, là, c'est ça. C'est un côté-là qui est un petit peu plus touchy des fois, qui sort de mon champ d'expertise, que j'essaie quand même d'aller les aider du mieux que je peux. Mm-hmm. Puis quand que je vois que ça ne fonctionne pas, je dis juste que, regarde, on va aller vers d'autres choses, puis on s'en reverra, mais que ça aille mieux. Tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas tout travailler en même temps non plus. Surtout toi, dans le domaine où est-ce que tu es, tu peux
avec le peu de temps que les gens ont à s'accorder, tu peux pas travailler la performance puis l'apparence physique en même temps, mettons, au niveau de l'entraînement. Oui. Au niveau des habitudes de vie et tout, oui, mais comme tu dis, le gros problème avec les êtres humains, c'est qu'ils veulent tout pour avant-hier. Oui, c'est comme, je veux performer pour avant-hier, mais je veux aussi ma composition corporelle pour avant-hier. Mais t'es comme... Mais je veux rien faire de drastique parce que je veux garder mon mode de vie, puis tu sais, je veux garder mon petit affaire la fin de semaine, puis ben là, je veux pas que ça brime ma vie. Il y a quelque chose là-dedans je peux pas travailler là-dedans. Là. Oui, fait que tu sais, des fois, c'est ça, ils commencent le côté compétition, ou des fois, il y en a qui m'arrivent et qui me disent, écoute, je le sais qu'en changeant mes habitudes de vie, en m'entraînant mieux, je vais améliorer ma capacité dans mon sport, je vais m'améliorer dans mon sport, puis je vais me sentir mieux. Fait que oui, il y en a qui m'approchent en me disant, écoute, moi, ça serait pour une perte de poids, mais pour pouvoir mieux performer dans mon sport, là, je suis comme, OK, parfait. Fait qu'il n'y a rien de drastique. On fait juste changer quelques affaires dans son alimentation. OK, ben garde, arrête de te coucher à 2h du matin. Couche-toi peut-être avant 10 heures gros max. Essaye de boire plus d'eau, augmente tes végétaux, augmente tes protéines. On va ajuster ça. Fait que il n'y a rien de drastique. Puis justement, il y en a qui me disent, mais je peux pas tout manger ça. Oui, mais c'est parce que ça va t'éviter de manger ta palette de chocolat au complet le soir. Là. Ça va t'aider beaucoup. Puis, ce côté-là, je le prends. Mais justement, quand que je vois que c'est beaucoup plus axé sur la perte de poids et non vraiment sur le sport, je le prends pas. Là. C'est drôle parce que j'ai l'impression que des fois, ça c'est confrontant pour des gens où est-ce que tu leur dis, tu sais, le fait de manger plus comme ça va faire en sorte que tu n'auras juste plus faim pour la manger, ta palette de chocolat, ou peu importe, tes chips, ton popcorn, peu importe. Puis on dirait qu'il y a une partie d'eux qui refuse de le faire parce qu'ils sont comme, mais je l'aime, ma palette de chocolat ou mon sac de chips ou whatever. Oui, mais ça fait partie du problème, justement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de doser aussi. Si tu t'aimes ça, manger du chocolat, ben écoute, on peut-tu y aller pour du chocolat noir sans sucre? Ils en vendent, là, justement, au Walmart, là, du chocolat noir sans sucre qui est hyper bon. Tu peux-tu te prendre 2 carrés au lieu de prendre la palette au chocolat, 1 ou 2 carrés? Tu sais, ça va te satisfaire, ça va peut-être t'empêcher de binger pour, justement... qu'on te l'enlève pas au complet tout de suite, puis à un moment donné, t'en auras juste plus de besoin, tu ressentiras plus le besoin d'en manger. Tu peux transférer en prenant un mode cake fait avec la protéine iso chocolat noir Shop Santé. J'allais dire, des recettes santé en 2025 qui goûtent bon, là, il y en a en esti. Là. Si t'en trouves pas, c'est parce que tu cherches pas. Là. Non, c'est ça. Puis il y a des façons, même quand ils sont pas santé, si tu connais un petit peu tes affaires, t'es capable de la tweaker pour que ça soit santé. Là. Ben oui, 100%. J'ai fait une vidéo dans mon groupe de clients hier où est-ce que j'avais monté comme un plan alimentaire fictif dans l'application que j'utilise, puis je leur montrais comment faire des changements sur des aliments juste pour leur permettre de vraiment manger ce qu'ils ont envie pour comment le faire fitter dans leur plan. Fait que je donnais plein d'exemples. Puis un exemple que je donnais à la fin, j'étais comme, OK, mettons là, il y a bien du monde ici qui ont des creamy. Cool. Je le recommande fortement à ceux qui en ont pas un. Mettons que tu as envie de pas avoir un creamy, entre guillemets, standard où est-ce que tu as juste lait au choix avec de la protéine dedans, puis tu as envie de te mettre quelque chose d'un petit peu plus fancy. Tu as envie de te faire quelque chose comme un McFlurry, puis tu veux te mettre 2-3 Oreos dedans pour le blender. Cool. Ben, OK. Voici ton total de calories puis tes macros à la fin de ta journée. Voici si tu ajoutes tes, mettons, genre 40 grammes de Oreo, qu'est-ce que ça te donne comme valeur nutritive. Là, tu bosses de temps. OK, fait que là, tu sais que tu as tant de carbs et de gras à diminuer ailleurs dans ta journée. Fait que je pourrais enlever telle affaire à telle place, telle affaire à telle place. Est-ce que c'est la meilleure affaire que tu pourrais faire? Peut-être pas, mais la priorité dans peu importe quel plan, c'est l'adhérence. Ouais, si ça fait en sorte que tu adhères à ton plan parce que tu aimes ça, puis ça évite que tu binges, ça va être vraiment plus facile à soutenir à long terme parce que tu vas avoir du fun à le faire. Puis ultimement, le poison est toujours dans la dose. On le répète encore et toujours, le poison est toujours dans la dose. Fait que si c'est ton 40 grammes d'Oreo par soir qui est un petit peu plus transformé, mais ça fait en sorte que tout le reste de ta journée, tu es capable de le garder clean parce que tu as hâte à ce petit moment-là, ça va être vraiment mieux que l'alternative où est-ce que tu te prives, puis à un moment donné, tu n'es plus capable, puis tu binges. L'important, c'est de ne pas consommer du lait d'avoine. Elle l'a encore sur le cœur. J'en reviens pas encore. Mais effectivement, tu sais, puis ce que j'aime aussi, c'est que j'ai remarqué que moi-même, ça m'arrive. Des fois, je comme, j'ai faim, mais il n'y a plus rien qui me tente de manger. Puis là, j'ai pris le temps de m'arrêter puis de me poser la question. Puis j'étais comme, j'ai tendance à être très, très pris, moi aussi, dans manger plate, mais c'est parce que je suis trop paresseuse pour cuisiner. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, visualise, là, t'as faim. Qu'est-ce que tu as envie de manger en ce moment? Comme peu importe. Là, oublie vraiment qu'est-ce que tu as dans ton frigo. Oublie ce que tu es supposé de manger. Qu'est-ce qui te tente de manger en ce moment? Souvent, c'est un steak avec des frites. J'aime vraiment ça, manger des bavettes avec des frites. Mais
c'est une question que tu peux te poser aussi. Puis une fois que tu le sais, qu'est-ce que tu as envie de manger, trouve la meilleure alternative santé. Tu sais, si tu sais plus quoi manger, parce que moi, c'est un problème qui revient souvent avec ma clientèle, il y a ni mieux quoi manger, ni mieux dans qu'est-ce que tu as envie de manger? C'est sûr que si tu te limites à OK, mais là, il faut que je mange tant de viande avec tant de glucides ou tant de fat avec tant d'affaires, tant de légumes, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne redondant pour la plupart des gens qui sont pas habitués de manger une alimentation plus de bodybuilding, puis même pour moi. Mais qu'est-ce que ça te tente de manger en ce moment? Va trouver the next best thing. C'est quoi la meilleure recette proche de ça que tu es capable de te faire? Mais on s'entend-tu bien souvent, là, les gens qui chiolent qu'il n'y a pas assez de recettes puis qu'il n'y a pas assez de variété dans leur assiette, là. Je m'excuse, là, mais regarde avant comment tu mangeais, là. C'est très brun. Tout le temps la même affaire, C'est là. très brun. C'est tout le temps la même affaire. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'as 4 menus dans ta semaine, là, c'est pas mal ça, là. Fait que viens pas me dire, quand on switch à un petit peu plus santé, que tu manges tout le temps la même affaire, là. Non, il n'y a personne ici qui est le fit cook qui se fait un nouveau repas littéralement tous les jours. Là. Non, pas tout, là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la variété, change de légumes. Oui. Change de légumes. Fais ta patate blanche pour une patate douce. Je sais pas, change ta viande ou, tu sais, mets une sauce de plus. Prends une sauce du fit cook, je switch là pour d'autres choses. Tu sais, mais à un moment donné, il n'y a pas de 56 000 recettes, là. Oui, puis honnêtement, en fait, le pire, c'est que oui, il y en a 56 000 recettes. Oui, mais ça reste recettes. que tu veux-tu vraiment toutes les faire? Mais c'est ça. Mais c'est juste, les gens, souvent, qui chialent qu'ils mangent tout le temps la même affaire puis ils savent plus quoi manger, font pas vraiment de recherche pour essayer de trouver des idées de recettes parce que, pour vrai, j'en ai regardé en esti de la recette pendant ma prep, là. J'ai faim. Puis j'en ai trouvé en esti de la recette parce qu'il y en a des tonnes. Il y a de plus en plus maintenant du monde comme le Fit Cook. Il y en a plein partout du monde qui font des recettes santé, protéinées, faibles en calories puis qui ont l'air incroyablement bonnes. Il y en a plein. J'en cherche même pas. Puis mon Instagram me feed parce que j'en regarde beaucoup. Fait que mon Instagram comprend des choses. Mais il y en a plein. Mais c'est juste, tu peux difficilement te plaindre que tu sais plus quoi manger si tu fais pas tes recherches. Au même titre que tu peux difficilement te plaindre que tu perds pas de poids si tu changes pas ton alimentation, puis que tu t'entraînes pas, puis que, tu sais, à un moment donné, c'est comme te plaindre de ton parti politique puis t'es pas allé voter. À un moment donné, comme, tu peux pas te plaindre du résultat si tu fais pas le travail. Non, exact. Mais je pense que les gens, ça revient beaucoup aussi à... Ils prennent pas de temps pour... Tu sais, là, la vie va trop vite pour tout le monde, mais il faut que tu prennes un temps de réflexion dans ta vie, peu importe qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif. Tu sais, si ton objectif, c'est d'améliorer ton alimentation, au lieu de te dire « je manque de recettes, je sais plus quoi manger », est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir 5 minutes avec toi-même puis de poser la question « C'est quoi mes repas que j'aime manger? Qu'est-ce que, en règle générale, mettons, j'ai pas de limite, qu'est-ce que j'aime manger dans la vie? Qu'est-ce qui te manque tant que ça dans ton alimentation? » Parce que je veux dire, à moins d'être dans une prep pour quoi que ce soit ou d'être un bodybuilder, si c'est juste pour ta santé puis une bonne composition corporelle, tu peux manger pas mal n'importe quoi, là, comme tes capacités à faire des recettes assez variées sont là. Fait que, tu sais, moi, un exercice que je fais à mes clientes, c'est ça, c'est là, tu t'assois, là, quand le moment que tu as pour préparer ta semaine, il y en a aussi. Est-ce que tu es obligé de le faire assis? Tu peux le faire debout. Okay. Si tu as un standing desk... Tabarnak! C'est censé être moi qui est en fin de prep, guys. Je suis dans ma semaine, ça compte. Je perds plus de sang que toi dans ta vie en une semaine, OK? Je suis en fin de prep à tous les mois, à tous les mois. Mais tu sais, est-ce que... prends le temps de assis, debout, couché, comme tu veux. Mais handstand. De mettre sur papier, qu'est-ce que ça te tente de manger cette semaine? Fais-toi un menu. Après ça, une fois que ton menu il est fait, pour toute la semaine, tous tes repas, toutes tes collations, je le sais que c'est un investissement de temps, mais ça va te sauver du temps et du stress dans la semaine. Pourquoi? Parce que là, tu sais comment structurer ta meal prep. Tu le sais qu'est-ce que ça tente de manger. Puis je vous rappelle que votre congélateur est votre meilleur ami. Là. Tu peux juste faire... Moi, c'est mon chum qui m'a montré ce truc-là qui était pourtant si simple, mais des fois, il pense pas. Il fait cuire des grosses batches de viande, il en congèle la moitié. Fait qu'après ça, si tu veux prendre ta batch de viande qui est cuite avec certaines épices ou pas grand-chose, puis après ça, tu fais une recette avec. Fait que, tu sais, je vais faire un poulet piri-piri, il n'y avait rien sur ton poulet. Tu mets une sauce piri-piri dessus, merci, bonsoir. Ça, c'est fait. Après ça, je pourrais prendre le poulet puis faire une salade de poulet. Fait que, je vais prendre des légumes, des fruits de la puis je vais l'ajouter comme ça. Fait que tu peux utiliser la même viande pour faire plein de recettes. Elle est déjà cuite, elle est là, tu as juste à la décongeler. Tu le fais une fois dans ta semaine, une fois ou 2 semaines même, parce que ça se conserve plus qu'une semaine au congélateur. Fait que
si tu prends le temps de structurer qu'est-ce que tu veux manger, même avec tes collations, après ça, là, tu peux, structurer ton épicerie. Fait que tu vas pas t'en aller dans plein de rangées que tu n'es pas supposé d'aller pour acheter un paquet de cochonneries. Tu sais déjà où est-ce que tu t'en vas. Tu sais déjà c'est quoi les ingrédients que tu as achetés. Puis tu sais déjà qu'est-ce que tu vas préparer comme repas. Fait que tu sais déjà comment est-ce que tu vas les portionner, qu'est-ce que tu vas mettre au congélateur, qu'est-ce que tu vas manger comme collation. Là, tu peux non seulement pas avoir... Tu t'enlèves le stress de te poser la question qu'est-ce qu'on mange dans 2-3 jours, mais en plus, tu peux avoir hâte à ce que tu vas manger parce que tu vas t'être préparé des repas que tu es comme « Oh yeah, j'ai hâte de manger cette collation-là, j'ai hâte de manger ça. » Mais si tu prends pas le temps de t'organiser puis de te poser ces questions-là, tu vas rester dans ton cercle vicieux de « Mais non, dis-moi quoi manger, j'ai pas de recette, je sais pas quoi faire. » Puis tu sais, je le dis avec ce ton-là, mais c'est pas pour vous juger, là, je veux dire, je suis la première à jamais savoir quoi manger, mais j'assume par exemple que je vais manger plate. Puis quand je suis vraiment tannée de manger plate, je vais faire OK, là justement, je fais ça. Je prends 2 minutes, puis je suis comme qu'est-ce que tu as envie de manger? Parce que sinon, je suis comme il n'y a rien qui me tente. Mais c'est ça que je trouve drôle, où est-ce que les gens souvent ont, entre guillemets, peur ou sont réticents, du moins, à suivre un plan alimentaire parce qu'ils sont comme j'ai pas envie de manger tout le temps la même affaire, je veux avoir plus de flexibilité, plus de variété. Puis quand on trouve une façon de leur donner plus de flexibilité puis de variété en justement leur disant pas exactement quoi manger, ils te demandent quoi manger parce qu'ils sont comme je sais pas quoi manger. Non, à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Là. Je veux dire, tu me dis que tu veux de la flexibilité et de la variété, puis quand je t'en donne, tu me demandes de te dire quoi manger. Là, c'est parce que ça implique de prendre la responsabilité de trouver par eux-mêmes des recettes puis des choses, puis les gens sont pas habitués d'explorer. Puis le système est pas fait pour ça non plus. Là. C'est genre, t'as 16 ans, tu vas à l'école, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de ta vie, puis non, on nous apprend pas à explorer. Fait que tu as eu une alimentation d'une telle façon depuis que tu es jeune, c'est rare que tu vas sortir de ces sentiers battus-là. T'sais, on s'entend, les toasts le matin avec le bol de pâte, la sandwich le midi puis le bol de pâte le soir. Là. Des fois, tu vas mettre un peu de viande puis des petits pois. Là. Ça ressemble à ça, l'alimentation au Québec. Fait que tu sors pas vraiment de ça. Pareil pour les sports. Les gens, c'est comme, ben je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas quoi faire. T'as-tu essayé des choses? Non. Mais comment est-ce que tu veux arriver à trouver quelque chose que tu aimes si tu n'essayes rien? Oui, tu vas te planter. À partir du moment où est-ce que tu acceptes que tu vas te planter, les odds que tu trouves du premier coup, là, très faibles. Tu acceptes que maintenant, chaque chose qui n'était pas cohérente avec ce que tu veux, chaque chose que tu as faite, hey, finalement, cette recette-là, vraiment moins bon que ce que je pensais, je l'aime pas. Parfait. C'est un pas de plus vers le menu que tu aimes vraiment puis la variété que tu aimes vraiment. Hey, j'ai essayé tel sport. Vraiment pas pour moi, finalement. Super. Maintenant, tu le sais que c'est pas pour toi. Tant mieux que tu te sois planté là-dedans. C'est une bonne nouvelle. Changez votre perception des choses. La vie est beaucoup plus facile de cette façon-là. Oui, mais c'est ça, c'est que les gens ils ont peur de l'abandon. Ils ont peur de ne pas se rendre jusqu'au bout. Fait que tant qu'à pas le faire, ben tant qu'à pas le faire jusqu'au bout, je le ferai pas. Souvent, ça, c'est une excuse que j'entends. Ouais, je sais que je vais m'entraîner 2 mois, mais après ça, je sais que je vais lâcher, fait que tant qu'à ça, je vais laisser faire. Oui, mais ça veut pas dire que l'autre, peut-être que ça avait juste pas cliqué avec l'autre personne, peut-être que avec moi, je vais être capable de te faire aimer. J'en ai une, justement, qui détestait s'entraîner. Là, elle m'a écrit, elle m'a dit, je pense que je vais continuer. Ça faisait comme, mettons, ça fait pas longtemps là, qu'elle a arrêté avec moi. Puis elle m'a dit, je pense que je vais continuer par mes propres moyens. Je me dis, c'est bien parfait. Puis elle m'a dit, merci, tu m'as aidé à faire en sorte que j'aime m'entraîner maintenant. Puis avant, elle s'entraînait chez eux. Maintenant, elle adore aller au gym. Est-ce que tu as un sentiment d'accomplissement d'avoir bien fait ta job? T'as fait ma journée. T'as fait ma journée pour de vrai. Là. T'aimes t'entraîner. Puis en plus, avant, tu voulais rien savoir d'aller au gym. Puis là, maintenant, tu y vas. Puis t'adores ça. Puis elle a fait comme... C'est le fun de savoir que je fais de quoi pour mon équipe en tant que cavalier cheval, mais pour moi aussi, juste pour moi. Parce qu'elle dit je faisais beaucoup de choses juste pour mon cheval. Puis on dirait que ça me fait du bien maintenant de faire quelque chose pour moi. Puis elle dit je me sens mieux dans ma peau. Même si on était juste dans le côté performance. Et j'étais comme, OK, parfait, c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je fais ça. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. C'est que j'ai l'impression que les gens, souvent, se posent juste pas les bonnes questions. Fait que, tu sais, on parlait de bouffe tantôt, tu sais, c'est que j'ai l'impression qu'au lieu que les gens vont se dire quelque chose comme « Ah, ben là, je sais pas quoi manger », au lieu de se dire « Comment est-ce que je pourrais trouver une façon de manger ce qui me tente? » Parce que la réponse, c'est que tu peux tout manger. Mm-hmm. À moins que tu sois en prep de compétition, là, la réponse, c'est que tu peux tout manger. C'est juste de figurer comment l'apprêter pour que tu puisses le faire fitter à ton mode de vie, tes objectifs et tout. Mais au même titre que, mettons, la fille que tu disais, elle aimait pas ça s'entraîner. La question, ça devrait pas être est-ce que je devrais m'investir là-dedans parce que habituellement je lâche tout le temps? La question, ça devrait être
comment est-ce que je peux faire en sorte que j'accroche puis que j'aime ça pour que j'aie envie de continuer. Parce que c'est sûr que tu feras pas quelque chose que tu haïs à long terme. Non. Faut que tu trouves une façon d'aimer ça. Fait que la question, c'est pas est-ce que je devrais encore me rembarquer parce que je sais que toutes les fois... Ouais, mais toutes les fois que t'as abandonné, c'est parce que tu t'aimais pas ça. Non, c'est ça. Si t'avais vraiment aimé ça, t'aurais continué. C'est ça. Mais faut que tu investisses pour trouver ce que t'aimes. Ben oui. Faut que t'essayes des affaires. C'est ça. Tu sais, elle, au début, quand elle m'a écrit, elle dit « Je sais qu'il faut que je m'améliore à cheval, je sais que j'ai des choses à améliorer, je veux performer, mais j'aime pas m'entraîner. » Mais j'ai fait comme « OK, ben on va y aller 3 fois semaine, 20 minutes. » On va commencer avec ça. C'était bodyweight. Elle voulait faire ça chez eux, elle n'avait pas d'équipement. Elle dit « Je veux pas investir là-dedans tout de suite. » Parfait. On fait ça 20 minutes. Le programme d'après, elle me dit « Écoute, j'aimerais ça peut-être un 10 de plus. » Ouais, parfait, on va faire un 10 de plus. Puis là, finalement, elle a fini à 45 minutes chez eux. Elle a acheté de l'équipement. Puis elle a fait comme, hey, tu sais quoi, tu peux-tu mixer ça, gym, chez nous? J'ai fait, ben oui, je vais te mettre des alternatives. Fait que j'ai mis des alternatives pour le gym. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est-tu un petit gym ou c'est. Fait que j'ai dit, fais-moi juste une vidéo de ton gym, de l'équipement que t'as, puis je vais adapter. Parfait. Puis là, l'autre dernier programme, elle me dit, ben finalement, j'aimerais ça juste au gym. Ben parfait, on va faire ça juste au gym. Puis finalement, c'est ça. Elle tripe au bout, elle aime ça. Puis je suis comme, ben crème, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, c'est pour améliorer, oui, ta performance à cheval, mais c'est aussi pour ta santé, ton bien-être personnel. Tu sais, je veux dire, c'est du temps. On met tellement de temps sur nos chevaux. On est tellement comme focusé juste sur eux autres. Pour de vrai, ça fait du bien quand tu as une demi-heure, 45 minutes juste pour toi, pour penser à toi. Ben, puis toi, en plus, t'es maman aussi. Hein? Oui. Ouais. Puis ça, c'est une excuse que j'entends souvent aussi. J'ai des enfants, j'ai pas le temps. Attends, là. J'ai une petite fille qui va avoir 2 ans en juillet. On a 4 chevaux entraînés à la maison. J'ai aucune famille proche, là. Moi, on est à Trois-Rivières. Mes beaux-parents sont au Lac-Saint-Jean. Mes parents, moi, sont à Rimouski. Là. J'ai personne de proche si jamais il arrive de quoi. On est tout le temps, tu sais. Fait que je peux te dire que les heures, les minutes, là, sont comptées, sont calculées. Mais c'est parce qu'on est structuré. C'est pour ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis des fois, ça se peut que l'entraînement, si j'étais avec ma fille, ça se peut que ça chie mon affaire puis que ça aille pas bien. Puis la dernière fois, j'étais en train de faire du hip thrust chez nous. Ben, je m'excuse, mais c'est ma fille qui a été mon petit poids parce qu'elle voulait pas me lâcher, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, tu files pas aujourd'hui, je veux m'entraîner. Fait que, regarde, ça va être toi, mon petit poids, c'est tout. Puis, gars, ça va être moins pesant que ce que j'avais prévu. Ça va être peut-être moins efficace, mais crime, regarde, les deux, on va être contentes. Puis, tu sais, ça s'adapte. C'est juste que souvent, ah là, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de m'entraîner. OK, mais tu peux-tu te lever une demi-heure plus tôt? T'entraîner juste une demi-heure plus tôt chez vous, dans ton salon? Il y en a une, elle m'a dit, ah, pas vraiment, là, tu sais, les petits se lèvent quand même de bonne heure à 5h30, tout le monde est debout. Fait que je suis comme, OK, bon, tu te lèveras pas à 4h non plus. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Mais il y en a qui le font pas non plus. Ouais, non, définitivement, il y en a plus qui le font pas qu'ils le font. Elle, mais... elle pourrait le faire, mais là, j'ai fait comme, ben, sur ton heure de dîner, tu as 1h30 pour dîner. Est-ce que tu as vraiment besoin d'1h30 pour manger? Même quand, oui, tu manges lentement. Même quand tu mastiques 1h30, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, mettons que tu prennes une demi-heure pour manger, là. Tu peux-tu dire, je vais prendre une demi-heure puis je vais m'entraîner bodyweight dans mon bureau, genre? Ou aller dehors, il commence à faire beau, va dehors. Tu sais, ça serait une option, là. Mais je pense que les gens, ça revient encore à tout ou rien. Genre, si je peux pas le faire parfaitement bien, si je peux pas me booker 1 heure sans enfant, sans rien, sans personne, au gym, dans ma journée, je vais juste rien faire. Mais tu sais, moi aussi, j'en ai des clientes que c'est comme, mais là, tu sais, je peux juste m'entraîner avec mes enfants. Fait que, tu sais, mon workout, des fois, c'est comme, je peux-tu le splitter en 2, tu sais, parce que je peux en faire 15 minutes là, 15 minutes là. Puis je suis comme, mais l'important, c'est que tu bouges. Fais juste le mettre dans ta routine à quelque part. Même si tes enfants viennent te déranger, même s'ils jouent avec tes poids, même si tu peux pas faire exactement... C'est pas grave, au moins tu le fais. Tu peux le faire vraiment comme assidu, mais 15 minutes en avant-midi puis 15 minutes dans ton après-midi. Fais-le de même, split-le ton workout. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non. Mais est-ce qu'au moins tu le fais puis c'est mieux que rien? Ben oui. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai une maman justement qui elle a son bébé 5 mois puis elle allaite. Puis elle me disait des fois je suis obligée de couper mon entraînement en 2 parce que faut que j'allaite, tu sais. Puis elle dit des fois je suis comme une demi-heure 45 minutes là. Mm-hmm. Mais oui, mais c'est pas grave là. Finis-les ton workout là, c'est pas grave là, tu sais. Au pire, oui, c'est plate parce que t'as comme perdu le beat. Mais si tu veux continuer à le faire, c'est pas grave là, finis-le. Comment parfait, tu sais, je dis non, c'est pas 100%, c'est pas bénéfique à 100%, mais ça reste qu'au moins tu vas l'avoir fini, tu vas l'avoir fait. Encore mieux, tu peux choquer tes muscles. Oui, puis si t'es capable de passer par-dessus ces phases-là, où est-ce que t'es plus inconstante, puis c'est plus
instable, justement, si tu es capable de passer à travers ça puis de quand même le faire, même si c'est pas à 100%, quand tu vas être rendu dans une situation où est-ce que ça va être plus facile, là, tu n'auras même pas besoin d'y penser, ça va se faire tout seul. Non, c'est ça. Ça va se faire tout seul. Oui, parce que, tu sais, quand que je suis tombée maman, là, quand j'ai accouché, là, le nombre de fois que j'étais frustrée parce que j'essayais de faire mon entraînement pendant que ma fille dormait, puis qu'elle se réveillait à toutes les fois, puis j'étais comme, je peux pas finir, puis là, toutes les fois, là, je te dis, là, ça a été là, un gros 6 mois là, avant que j'accepte de faire comme, mais ça se peut que ton entraînement dure finalement moins longtemps. Ça se peut que ton entraînement soit coupé en 2 puis 3 fois. Puis ça se peut que tu fasses une partie le matin puis une autre partie l'après-midi. Ça se peut. Quand j'ai accepté ça, là, mon Dieu, qu'il n'y a plus rien qui te dérange après. Ça n'a aucun sens. Tu sais, ça reste ton enfant, là. Fait que, tu sais, l'autre jour, c'est ça, ma fille, au lieu de prendre une barbell puis des poids, ben, crime, ça a été ma fille. Et oui, c'était moins efficace, mais... Je l'ai tapé après la barbell puis les poids. Oui, c'est ça, je l'ai tapé là. Puis regarde, ça a été un petit 30 livres de plus, tu sais, mais... PR! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça se fait. C'est juste qu'il faut que tu l'acceptes, que ce soit pas tout le temps 100% parfait. Puis c'est normal, là, c'est la vie. Je veux dire, il n'y a rien de parfait dans la vie. Là. Mais non, clairement. Tu vois, moi, c'est une affaire que j'aime beaucoup de Jordan Syatt, que j'en parle souvent, mais en tout cas, en ce moment, il y a 2 jeunes filles. Tu sais, je pense que sa plus vieille a 2 ans, puis l'autre doit avoir quelques mois, là, doit même pas avoir 1 an encore. Fait que, tu sais, les nuits sont encore très up and down. Puis c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, honnêtement, en ce moment, le meilleur moment pour moi de m'entraîner dans ma journée, c'est à genre 11h le soir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il dit, moi, je suis incapable de me lever de bonne heure. Puis il dit, de toute façon, les filles se lèvent vraiment de bonne heure de toute façon. Fait que je m'occupe d'elles en me levant. Il dit, après ça, ben, il y a une business à gérer. Après ça, il enregistre du podcast, il enregistre du contenu. Il dit, moi, les soirs, genre de telle heure à telle heure, il dit, no matter what, je passe du temps en famille, je passe du temps avec ma femme, avec les filles. Je veux accorder ce temps-là à ma famille. C'est super important pour moi. Il dit, une fois que les petites sont couchées, je retourne travailler sur ma business parce que j'ai d'autres affaires à faire. Puis il dit, juste une fois que tout ça c'est fait, là, j'ai le temps de m'entraîner. Mais il dit, pour moi, c'est important de le faire. On s'entend. Le gars, il a de l'expérience. Ça fait des années qu'il est coach. Il le sait comment le faire, pourquoi le faire. Il le sait que c'est important pour lui. Mais c'est ça qu'il disait. À un moment donné, j'avais déjà fait un post là-dessus aussi où est-ce qu'il y a juste 100% de ton temps et ton énergie que tu peux mettre dans toutes les sphères de ta vie en même temps. C'est pas 100% partout en même temps. C'est tu répartis ton 100% à travers toutes les sphères. Fait qu'il dit, tu sais, si en ce moment, j'investis beaucoup dans ma famille, dans ma business, il dit, ben, il y a quelque chose qui va devoir prendre le bord. Il dit, si j'investis beaucoup, tu sais, je veux investir une bonne partie dans mon health and fitness parce qu'il dit, je veux être en forme pour jouer avec mes filles, je veux les voir grandir, je veux être capable de les inciter à, justement, leur montrer l'exemple. Il dit, je veux leur montrer que c'est naturel, puis que c'est une bonne chose de s'entraîner, puis que c'est cool, puis que c'est le fun, puis que, tu sais, c'est pas obligé d'être un stress, puis tout ça. Il dit, mais ça veut dire qu'il y a autre chose qui va devoir écoper. Fait qu'il dit, moi, en ce moment, je dors entre 4 et 6 heures par nuit. Il dit, je consomme des quantités phénoménales de caféine pour être capable de passer à travers mes journées. Mais il dit, pour moi, en ce moment, ça, c'est plus important. Il dit, en ce moment, m'entraîner, c'est vital à ma vie pour multiples raisons. Autant pour le côté bénéfice sur sa santé que le côté, ce que ça lui apporte en termes de bénéfices personnels, mental, physique, que l'exemple qu'il donne à ses filles. Il dit, pour moi, ça, c'est important. Fait qu'il dit, pendant une période de temps indéterminée, c'est le sommeil qui va prendre le bord. Mais pour moi, c'est pas une question. Ça reste dans ma routine parce que c'est important pour moi. Fait que, tu sais, j'en avais déjà parlé plusieurs fois aussi dans des derniers podcasts, mais il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour avoir les objectifs, pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. S'il y a bien des affaires sur cette liste-là, tu as une longue liste de choses que tu n'es pas prête à sacrifier, vis avec le fait que tu n'auras pas les résultats. Non, c'est ça. Puis, tu sais, lui, il l'a adapté de cette façon-là. Il s'entraîne à 11h le soir parce qu'il veut s'entraîner probablement tout seul puis que ça va bien comme ça. Nous autres, on est 2 qui s'entraînent. Puis mon chum, il se lève à 4h le matin pour aller travailler. Il ne peut pas s'entraîner à 11h le soir. Tu comprends? Notre fille, elle se couche à 7h15, à 7h30, nous autres, on est couchés. Là. C'est pas compliqué. Là. On se couche de bonne heure, mais c'est parce qu'elle se lève régulièrement dans la nuit. Encore après 2 ans. Puis elle se lève vraiment de bonne heure le matin. Fait que, à un moment donné, il faut qu'on dorme. Puis nous autres, notre sommeil est vraiment... Je veux dire, on met beaucoup de priorité là-dessus, là. Same. Fait que, tu sais, sinon, moi, je ne fonctionne pas. C'est pas compliqué, là, je ne fonctionne pas. Fait que, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on s'entraîne avec elle. L'après-midi, quand mon chum arrive de travailler,
On s'entraîne avec elle, puis on y montre l'exemple de s'entraîner, c'est important pour sa santé physique, mais mentale aussi. Puis, on y a acheté des petits poids là, sur Amazon, là, c'est des petits poids en styromousse. Là. Elle fait les mêmes mouvements que nous autres. Elle fait des squats. A1, elle fait ses squats. C'est mobile en esti, un enfant. Oui, là. les fesses, ils vont être touchés à terre, elle remonte. Elle fait des squats, elle monte ses dumbbells, elle fait des strict press. Avec ses petits dumbbells, elle est full contente. Elle fait des abdos. L'autre jour, je m'entraînais tout seul avec. Puis elle était couchée sur le tapis d'entraînement. Je m'en vais dans la salle de bain à côté. Quand je ressors, elle est là. Puis elle a ses jambes. Elle fait des sit-ups avec ses jambes. Je suis comme, ah, cool, tu sais. Elle a gros sourire. Je suis comme, bon, ben, tu sais, c'est ça que je veux lui montrer, l'exemple de s'entraîner, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Puis nous autres, c'est de cette façon-là qu'on l'a trouvé, en s'entraînant ensemble. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile, là. Je veux dire, la plupart du temps, mon chum s'entraîne. Pendant ses temps de pause, c'est moi qui s'occupe de la petite pendant que lui s'entraîne, puis vice-versa, parce que des fois, elle joue toute seule, mais des fois, elle demande beaucoup d'attention, là. Fait que... oui, clairement. C'est de cette façon-là qu'on l'a trouvé, mais quand que j'ai des personnes qui me disent « j'ai pas le temps, j'ai des enfants », non, t'as une façon de l'adapter, là. Tu sais, je veux dire, intègre tes enfants à tes activités, intègre-les à ton entraînement, donne-leur des choses à faire. Tu sais, fais leur faire des squats bodyweight, fais leur montrer les mouvements. Tu sais, oui, ça va peut-être être plus long comme entraînement, mais crème, tu vas avoir du fun, tu vas être avec tes enfants, puis tu sais, tu vas leur avoir montré les bonnes habitudes, là. Ouais, puis tu sais, on en avait parlé dans un podcast relativement récemment où est-ce qu'on parlait de les objections les plus fréquentes de pourquoi les gens vont pas chercher un coaching, où est-ce qu'on parlait de justement le fameux « j'ai pas le temps ». J'étais comme, c'est juste vrai si tu te fais des attentes irréalistes par rapport à ce que tu devrais faire. Si tu te dis que ça va progresser plus lentement, puis que ça veut dire que peut-être que tu vas t'entraîner juste 20 minutes 2 fois par semaine, il va pas me dire que tu n'es pas capable de trouver 20 minutes 2 fois dans ta semaine, là. C'est juste que tu t'attends à ce que tu aies des résultats pour dans 2 mois, puis que tu t'entraînes 5 fois par semaine pendant 1 heure à tous les jours, puis que ça ne sera jamais interrompu. Non, là, clairement, tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour l'adapter à ta situation. C'est juste que tu ne prends pas le temps de le faire parce qu'encore une fois, c'est tout ou rien. Exact. Puis, tu sais, je donne des cours de groupe chez Bougeotte et Placotine. Là. C'est une nouvelle bannière qui vient d'ouvrir à... Comment t'as appelé ça? Bougeotte et Placotine. C'est cute. Oui, c'est un petit café, puis en même temps, c'est un centre d'entraînement pour maman enceinte et postpartum. C'est cool. Oui, fait que, tu sais, je donne des cours de groupe là, puis tu sais, il y a bien des mamans là, que des fois. Ils allaitent quasiment toutes, là, pour de vrai, là. On dirait que c'est comme. Un bout, c'était pas à la mode, puis on dirait que c'est revenu à la mode, là. Mais en tout cas, ils allaitent quasiment toutes. Fait que, tu sais, des fois, là, ils sont en train de s'entraîner, bébé, il crie, je l'ai dans les bras, ça marche pas, il a soif. Écoute, elle plug 10 minutes, puis elle continue son entraînement. Mais tu sais, si elle se dirait, ah, là, il va falloir que je nourrisse mon enfant, fait que j'y vais pas, ben plate, là, mais tu sais, t'auras pas de changement, là. C'est le fun qu'il y ait un safe space pour s'entraîner de cette façon-là. 100%. Oui, tu sais... Parce qu'on s'entend, tu peux pas faire ça partout, là. Tu peux pas tant commencer à allaiter en plein là. milieu. Ouais, non, c'est ça, en plein milieu, là. Tu devrais pouvoir, parce que s'il n'y a rien de plus normal que de devoir allaiter ton enfant, mais la société n'est pas rendue là. Non, c'est We're ça. not ready for that conversation. Non, combien de fois, moi, quand j'allaitais ma fille, je me faisais regarder croche parce que j'étais dans un restaurant, puis je suis comme... Toi, tu manges. Pourquoi qu'elle n'aurait pas le droit de manger? J'aimerais ça lui donner du steak, moi aussi, dans l'assiette à côté, mais genre... Je suis pas en train de te spotter mes seins en face, là. Je suis juste en train d'allaiter mon enfant avec une couverte sur sa tête. Oui, puis on le rappelle... C'est ça que t'es pas, genre... OK, tout le monde? Non, c'est ça, là. Je sais pas... Oui, puis on le rappelle, encore une fois, si t'aimes pas ça, regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est ça. T'as encore la responsabilité de tes yeux. C'est pas comme si t'étais allé t'asseoir en face de lui pour faire comme « Hey, regarde ce que je fais. » C'est ça, là. C'est ça, tu sais. Non, c'est pas ça partout, là. Moi, je suis full dans le... Ah ouais, t'es à la veille de te mettre un drap sur ta tête à toi aussi, comme une perruche que t'essaies d'endormir pour pas déranger personne. Non, mais... Non, mais c'est ça. Comme une perruche que t'essayes d'endormir. Ben oui, mais ça à la cage, non? J'ai pas vu cette image-là. Prochaine fois qu'elle allait, sa fille, elle va être genre... OK, ça paraît que ça fait quasiment 2 heures que le podcast roule. On commence à divaguer. Dernière question que je voulais te poser avant, parce qu'on en avait... Tu sais, c'est ça. C'est comme bientôt 2 heures, là. Voilà. Oui. On en avait parlé un petit peu avant qu'on commence le podcast, mais tu avais l'air de me dire que là, on a parlé beaucoup de compétition plus niveau performance, disons, athlétique. Mais tu avais l'air de me dire qu'il y a certaines compétitions où est-ce que le côté esthétique, il est quand même... C'est un enjeu, du moins. Oui. Ouais, c'est plus en... Ça s'appelle la performance, là, mais c'est que... En fait, c'est encore en équitation western, mais c'est juste que c'est jugé par un juge.
Fait que c'est vraiment comment ton cheval move, comment toi tu moves, comment t'es habillé, comment ton cheval paraît. Écoute, il y a des sprays pour tacher les petits poils blancs. Là. Des fois, il y a des chevaux qui font des petits poils blancs. Là. Pour que ton cheval soit uniforme de couleur. Il y a des rallonges de crinière qui se font pour que ton cheval ait la queue plus touffue, pour que ça ait l'air plus cute. Non, c'est pour les chevaux aussi. Okay. Ouais, fait que tu sais, c'est comme vraiment dans le paraître. Il faut que tu sois bien habillé, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit c'est très, très esthétique. Là. Puis ça, est-ce que c'est des compétitions comme de vitesse comme l'autre ou c'est vraiment juste comme c'est un peu comme le bodybuilding que tu as une routine à faire? Non, c'est vraiment comme c'est une routine à faire puis tu le fais. Tu sais, ça dépend des compétitions, là, mais tu sais, il y en a que c'est vraiment... Ça dépend des classes que tu vas faire. Il y en a que c'est une routine, il y en a d'autres que, tu sais, c'est le juge qui dit, exemple, OK, je veux que ton cheval fasse ça. Fait que là, ton cheval, il faut qu'il fasse ça. Si c'est pas parfait, si ta position n'est pas parfaite, il te sortent. Fait que là, tu sais... Mettons, tu commences à 20, ben, le dernier qui reste, c'est lui qui gagne la classe. Là. OK, fait que c'est vraiment le même concept qu'une compétition de bodybuilding où est-ce que le monde sont sur stage, là, sont comme le juge qui est en avant, puis il est comme front double bicep, puis il se place, puis après ça, telle position, puis il se place. Mais même principe, mais... Il y a des rallonges de queue de cheval. Oui. I know! Ouais. Moi, je suis traumatisée. This is news! Ouais, puis tu sais, si, mettons, ça se peut que le juge n'aime pas les chevaux... Je sais pas, moi, t'as un cheval. Palomino, il est blond, OK? Puis que t'as un cheval brun. C'est comme l'anti-Hitler. Là. Ben, mettons que le juge, il aime pas les chevaux Palomino, c'est les blonds. Okay. Ben, puis que toi, t'as un cheval blond, mais qui move hyper mieux que le cheval brun en arrière. Il va quand même peut-être choisir le cheval brun. Tu comprends? Ah, c'est con, c'est full subjectif. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est le bout où j'ai plus de difficultés avec ces compétitions-là parce que justement, c'est plus subjectif puis c'est comme tu sais pas quel juge tu vas avoir. Ça devrait être des critères genre, OK, la touffe doit être fournie de cette façon-là, peu importe la couleur. Ça sonne vraiment bizarre hors contexte. Mais, tu sais, genre, le pelage devrait être très soyeux de cette façon-là, mais pas genre s'il est plus beau de blond ou brun. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ça dépend des juges. Il y a des juges qui sont peut-être plus... objectifs. Puis il y en a peut-être d'autres que, tu sais, c'est comme, ben... Si j'ai à choisir, j'aime mieux le tien. Fait que... Ah, c'est plate. C'est plate. Mais tu sais, c'est pour ça que j'en ai fait plus jeune, puis j'ai pas aimé ce côté-là. Oui. Je me suis dirigée vers le côté vitesse, que c'est un chronomètre qui juge et non t'es jugé sur tes compétences. Tes compétences, c'est ça. Sur l'agilité du cheval, sur la vitesse puis l'agilité, that's it. Parce que même en bodybuilding, tu as des critères par catégorie. Que tu sois blonde, brune, très tannne ou moins tannne. Oui, mais il y a quand même certains juges qui vont value certaines affaires plus que d'autres. Au même titre que, justement, j'étais à la FitLog il y a quelques semaines, 2 semaines, puis quand Gabe est arrivé sur stage, super bonne condition, super bon posing, tout. Puis je me souviens, là, on était une petite gang en arrière à la finale après ça, où est-ce qu'il annonçait les gagnants. Puis finalement, il n'a pas fini dans le top 3, puis on s'est tous regardés en voulant dire comme... Ouais. Il aurait dû au moins être 2e là-dedans. Là. Fait que, tu sais, puis je me souviens, j'en avais parlé avec Carl après, puis j'étais comme, vos impressions, coach? Il était comme, gros sourire en disant comme, je vais aller parler au juge parce que je comprends pas. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où des fois, t'es comme, oui, il y a des critères, puis il doit en avoir des critères là-dedans aussi, mais ça reste que, dépendamment du juge ou des juges qui vont être là, il y en a qui vont préférer certaines affaires, puis ça, c'est le bout où il y a le côté subjectif qui est là pareil. C'est ça, puis c'est une affaire que tu peux pas contrôler. Fait que, malheureusement. C'est ça. C'est pour ça que je m'étais déjà fait poser la question si tu avais à faire une compétition, ça serait plus bodybuilding ou powerlifting? Parce que je fais plus vraiment d'entraînement style powerlifting, mais j'aime encore ça lever lourd. Puis moi, c'est pour ça que j'avais dit, j'adore... Tu sais, je fais une préparation de photoshoot au lieu de compétition. 1, j'en ai déjà parlé parce que je prends pas de produit, mais 2, parce que justement, j'aime le faire, j'aime me pousser par rapport à moi. J'aime le faire. Je fais pas ça pour compétitionner contre les autres. Ouais. Mais si j'avais à faire une compétition, le côté compétiteur en moi voudrait que ça soit objectif. C'est pour ça que j'irais plus vers une compétition de powerlifting que de bodybuilding. Oui. Parce que je me dis, rendu là, c'est t'as-tu levé la charge ou tu l'as pas levé? Y a-tu levé plus lourd que toi, oui ou non? Il a levé plus lourd que toi, il est plus fort que toi, c'est lui qui gagne. C'est pas genre, ben moi, je me trouvais plus en shape. Non, tu peux pas te trouver plus fort si t'as pas levé aussi lourd. Non, c'est ça. C'est les poids qui parlent. C'est ça, exact. C'est objectif. Oui. Maths or mathing. Maths or mathing, exact. Hey, si t'avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, l'équitation, l'entraînement, tout ça? Queue fournie. Queue fournie. Queue fournie.
C'est le mot de la fin. Queue fournie. J'adore. Queue fournie. Wow, j'adore. C'est excellent, ça. Fait que la touffe fournie, c'est vraiment cool. Queue fournie. Non, queue fournie, c'est bon. Queue fournie. J'adore ça. Faut vraiment contextualiser, guys. Oui. Mais s'il vous plaît, si vous partagez ce podcast-là, queue fournie. #queue fournie, juste pour que le monde se pose des questions. Ça va être excellent. Ça va les forcer à venir l'écouter. Mets ça dans l'extrait de sortie de podcast. Juste à la fin, queue fournie, puis là, on met l'extrait. Ouais, c'est ça. Tu mets une queue fournie de cheval. Non, OK. Mais en tout cas, si les gens veulent te suivre, te contacter, peut-être avoir un peu plus d'informations sur ton coaching, où est-ce qu'on te rejoint? Ouais, je suis pas très technologie, là. Il faudrait vraiment que je m'améliore là-dessus, là. Fanny a 82 ans. Ouais, c'est ça, d'âge mental. Ouais, je suis une vieille âme, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais oui, Facebook, j'ai une page Facebook. C'est vrai que c'est vieux quand tu commences avec Facebook. Ben là, c'est ça, je me suis dit, je vais commencer là-dessus, on verra. Au moins, t'as pas dit un MySpace, là. Non, c'est ça. Non, sur Facebook. J'ai un Instagram aussi, je poste pas vraiment d'affaires là-dessus, mais surtout sur ma page Facebook. Puis c'est quoi ton Facebook puis ton Instagram? Mon Instagram, faudrait que tu vas être tagué longtemps que je l'ai fait. Tu vas être tagué dans la publication de la sortie de l'épisode. C'est F. Boakin, quelque chose comme ça. Sinon, c'est Fanny Bois sur Facebook. Fanny Bois, kinésiologue et entraîneur chevaux. Ouais. Très cool. Hey, merci beaucoup de t'être déplacé de Trois-Rivières pour vous autres. C'était vraiment cool. C'était très cool. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez appris de nouvelles affaires. Nous autres, on a appris bien des affaires sur les chevaux. Ouais. C'était vraiment cool. Jess, NIH? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes en ligne. Ils sont aussi disponibles chez Shop Santé. Et il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. J'ai reçu le courriel hier. On a vraiment hâte de vous montrer ça. Puis pour votre merch machine, j'ai finalement été capable d'aller me chercher un nouveau chandail justement à FitLog. Ils sont vraiment très cool. Si vous voulez en avoir de la nouvelle merch, idéalement allez les voir dans les événements parce qu'ils vendent tout là-bas. C'est l'enfer comment ça va. On va être à Mini-Capes demain. Mais oui, demain, ça va être fini par le temps que ce podcast sort. Ils vont probablement être à Popeye en juillet pour ceux qui vont... pas faire du marketing. Non, vraiment pas. Fait que Popeye probablement en juillet si vous voulez aller voir Machine et Cynthia qui va être là et Roxane, ça va être l'année prochaine. Bref, si vous voulez de la merch Machine, le lien va être dans la description avec le code WUACV10. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye tout le monde.